Bonjour et bienvenue sur le deuxième épisode de notre podcast La Buvette. Salut Hector. Bonjour à tous, bonjour Clément, bonjour Gary. Bonjour Gary, on a la chance aujourd'hui d'accueillir notre premier invité, Gary Varlet, donc je te laisse te présenter Gary. Bonjour à tous, merci Clément, merci Hector. Donc Gary Varlet, 34 ans, papa de 2 enfants. Bravo, félicitations. Voilà. Je suis ici pour parler un peu de rugby à 7 si j'ai bien compris. Tout à fait. On va pas trop parler de mêlée aujourd'hui, mais non. rugby à 7 c'est un peu mieux. Et voilà, et puis on va parler après sur tout ça. Parfait. Donc deuxième épisode aujourd'hui, un thème sur le rugby à 7. Donc on a fait venir notre spécialiste local, Gary Varlet, qui va présenter un peu sur qu'est-ce que entraîneur notamment du Super 7 à la section. Ouais. Depuis maintenant 2 ans, j'entraîne l'équipe du Super 7 à la section. J'ai eu la chance d'entraîner quelques sélections sur les jeunes, à l'époque le comité Côte Basque-Land, intervenir sur le projet fédéral à 7 sur l'élite jeune à 7, voilà, auprès des moins de 17 ans depuis 3 ans maintenant. Et aussi avec des amis à l'époque, ça remonte en 2011. Il y a eu une asso qui s'était créée qui s'appelait les Free 7. Et voilà, on a pas mal œuvré pour le rugby à 7, on a pas mal bossé et on a fini sur une belle saison avec un titre de champion de France quelques années après. Une leyenda. Une vraie pointure. Una leyenda. Une vraie pointure. Donc l'objectif... On a oublié quelque chose sur son CV. Marathonien. Marathonien. C'est vrai. Nouvellement marathonien. Du temps le plus long On peut parler d'autre chose si vous voulez. dans le marathon de Biarritz, 12 heures. Félicitations aussi pour ça. Félicitations. Donc les thématiques aujourd'hui, on va faire dans un premier temps une petite présentation de la discipline pour les personnes les plus novices comme Hector par exemple. Dans un second temps, on essaiera d'aborder différents sujets, que ça soit sur un peu les postes ou aussi des choses un peu plus spécifiques avec les transformations ou le déroulé d'un tournoi, comment ça se passe un tournoi avec l'expérience de Gary. Donc dans un premier temps, on va parler du rugby à 7, donc discipline olympique depuis 2016 je crois, Ouais. 2016 Rio. Un sport qui depuis une dizaine d'années s'est quand même beaucoup développé, notamment avec l'arrivée des JO, avec des nations fortes mais aussi des nations assez émergentes. On voit l'Espagne, le Brésil chez les filles, le Kenya, qu'on voit un peu moins d'ailleurs, qui sont en sortis. deuxième division maintenant. Ah ouais. Ouais. Ils sont sortis, ouais. Ouais. Je vous jure. Tout à l'heure. Mais bon, il y a même une deuxième division là avec un espace, je pense à des descentes montantes là Ouais, ça y est. à Madrid. Il y a des tournois qualificatifs. C'est ça. À Madrid, ça va jouer. Donc maintenant il y a c'est un vraiment vrai bien intérêt. développé. Là, typiquement, du coup, il y a 2 niveaux. Ouais. Parce que je pense que c'est bien de poser la question parce que Il y a qu'il y a le- beaucoup de personnes dans mon Là, cas qui connaissent pas. Aujourd'hui, il y a le HSBC 7 qui a une nouvelle formule depuis cette année avec 7 tournois principaux et un tournoi final à Madrid. Et il y a la deuxième compétition où, je ne peux pas dire bêtise, mais je crois qu'il y a plusieurs tournois dans l'année maintenant et avec une étape finale à Madrid aussi. Avec Voilà. une Tu montante vois, descendante. ça- Absolument Je pas. crois les 8 premiers font les phases finales et les 4 derniers Ils jouent jouent, des playdowns un peu. exactement. Ouais. Exactement. Et il y Comment a ça se des- joue un playdown? Non, pas un playdown, Ça- comme bah, un comme tournoi. un top 14 ou en Pro D2, tu fais un match de. Le 13e contre le Ouais, ouais. Ça, deuxième. c'est plus un tournoi, je crois. Ouais, Les c'est un 4 tournoi, mais c'est un peu le derniers même principe. jouent avec les 4 meilleurs de la deuxième division, un Voilà. tournoi, et après, sûrement que Et les les- demi-finalistes. voilà. Ou, Et ben, on en apprend tous Voilà. les jours. avec, je crois, il y a Toutes les 2 secondes. l'Uruguay, mais il y a le Brésil, l'Uruguay, peut-être. Il y avait la Belgique avait bien figuré l'an dernier. Je vais pas dire de bêtises, mais là j'ai pas tous les résultats en tête pour cette année. Et bien, c'est à Madrid, je pense que c'est dans 2 semaines. Ouais, c'est ça, fin du mois de mai. Ouais. Voilà. Donc très intéressant. Pour un peu encore rester très global sur rugby à 7, donc c'est sur forme de tournoi de 2 à 3 jours. Ouais. Entre 5 à 6 matchs, 3 matchs de poule. Et suivant comment on sort, C'est ça. 3 matchs ou Soit- 2 matchs. Exactement, soit 2 matchs si on a perdu le premier match de phase finale, on n'a que 2 matchs, et sinon si on a gagné, il y a 3 matchs. Ok. Donc voilà, c'est soit sur 2 jours, soit sur 3 jours comme tu as dit. Ok. Donc 2 à 3 matchs par jour. Ouais. Des matchs de 2 fois 7 minutes, donc assez court. 5 changements, donc 2 mecs qui doivent se taper le match en entier. Combien? 5 changements seulement. C'est tout? Oui. Ben, par Et au match. Super par match, 7, il y a par match. combien? Illimité, non? Illimité. Illimité sur Super 7. Mais c'était plus. Il y avait plus de matchs un jour? Non, c'était pareil? Non, t'as 4 matchs par jour, super Ouais, ça. 4 matchs. Là où... Si tu vas au bout, t'as 4 matchs par jour. Donc c'est ça. Les règles globalement assez similaires au rugby. Ce qui change, pas de renvoi dans le but. J'ai découvert ça la semaine dernière. Pas de renvoi dans le but. Quand on marque, on tape. Si en avant dans l'embut, on fait quoi?
Si en avant dans un but, mêlée. Mais où? À donde? C'est qui fait en avant? Et moi, j'attaque contre toi, je marque vers là, et je fais un en avant dans le but, il se passe quoi? Mais la 5. Ben mêlée à 5. Pour autant. Ouais. La 5. La 5, pas de renvoi, c'est juste, il n'y a pas les nouvelles règles quoi avec. C'est quand t'as platine en temps en but, ça, c'est que des renvois 22 quoi, il n'y a pas de renvoi dans le but. Les règles, elles changent souvent? Ou c'est Non, toujours ça reste comme ça. Ça reste Ça comme bouge ça. pas Après, il y a trop. le coup d'envoi s'il fait pas 10 mètres. T'as Ouais. la possibilité de C'est- jouer la mêlée, mais souvent tu feras le bras cassé. Ouais. Ben, on peut prendre la mêlée. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que Ça tout se le monde faisait va très prendre les bras peu cassés. et sur les 2 dernières années, ça se prend un peu la mêlée. Même 7. Donc voilà, un sport, on va le voir, beaucoup de similitudes, mais aussi des petites spécificités. Et ça va nous permettre de lancer sur notre premier thème, avec la démocratisation du rugby à 7 et cette aura qu'a ce sport. Est-ce que le rugby à 7 est devenu un sport à part entière, ou est-ce que le rugby à 7 reste encore un sport très très proche du rugby à 15? C'est la petite sœur. La petite sœur. sœur Est-ce que un c'est peu encore la moche. petite sœur, ou est-ce que maintenant c'est le... Sœur, tu vois, un peu. petite sœur. pas Est-ce que la trop petite belle. sœur est devenue vraie, forte et indépendante? Donc, la question. La question. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire la bascule 15-7? Ouais, moi je crois qu'on peut faire la bascule 15-7, mais après c'est pas donné à tout le monde. Le rugby à 7 aujourd'hui c'est un peu. C'est une Formule 1 en fait. Tout va plus vite, tout va plus fort. Que ce soit sur tous les domaines de la performance, il faut que tout soit ultra précis. Donc physiquement il faut être vraiment très très près. C'est quand même un sport extrême. Mentalement, on en parlait tout à l'heure en off, mais la capacité à switcher 3 fois dans la journée, après, à se préparer sur 3 échauffements, à faire 3 débriefs de match, 3 briefs de match. 3 fois il faut faire tous les protocoles de récupération. Donc ça si c'est sur 2 jours, mais si c'est sur 3 jours, on fait la même chose sur 3 jours. Donc il faut être très très fort mentalement. Après sur l'aspect tactique, tous les choix sont ultra importants parce que la moindre erreur, ça C'est peut pas coûter un efficace, essai hein. derrière. C'est très court, donc Exactement. moins de place aux erreurs aussi. Et puis techniquement on peut pas se tromper. Enfin, la moindre erreur, elle se voit de suite, quoi. Mhm. Que ce soit une défaillance technique au plaquage Mais ou, c'est ça, surtout en défense. que ce Dès soit au que plaquage tu- ou que ce soit même sur les transmissions. Les transmissions quand même elles sont longues. Mais pour les 3 quarts, enfin, les 3 quarts à 15, quand ils basculent à 7, c'est plus facile en général. C'est souvent les erreurs de transmission, c'est une question. C'est pas plutôt les avants, les troisième lignes. Sérieux? Non, je pense que t'as tous les profils de joueurs, même à 15, t'as des 3 quarts qui Ouais, qui manipulent ont pas de super merde, bien. hein, et d'autres qui- Et t'as des mecs même qui jouent à très haut niveau à top 14 qui manipulent le ballon, je dis pas le bêtise de conneries, mais qui manipulent moins aisément que d'autres. Et donc ils peuvent se retrouver parfois quand il faut faire des passes d'une quinzaine de mètres à pleine vitesse en difficulté. Après c'est vrai que si tu as un profil troisième ligne qui bascule sur du 7 et qui a dans toute sa formation il n'a pas fait de passe, mais il a de super pouvoirs, il va falloir qu'il le bosse parce qu'à un moment donné ça sera, Ouais. ça sera obligé. On n'a pas le choix de tout faire à 7 quand même. Ah, C'est un Tu sport dois où- savoir tout faire. Mais quand t'as un avant, par exemple, un avant qui n'est pas très à l'aise sur la technique de De passe, mais par contre qui est un buff, qui porte super fort, qui a super qualité de vitesse, de duel, tout ça, est-ce que justement il faut pas le placer que à l'aile, comme ça il a jamais trop de longues passes? Là vraiment, encore Moi une je fois, pense pour le très haut connais niveau qui, c'est hein. rédhibitoire d'avoir une grosse lacune pour le 7. Mais par contre tu peux avoir un système où tu essaies de placer ton mec. Bien sûr, mais après il faut jouer avec les forces. et Oui, les tout faiblesses. à fait. Oui, oui, oui. Si t'as un mec qui est dans la difficulté, mais par contre dès qu'il prend le ballon, il casse des bouches et il avance tout le temps, tu vas pas t'en priver. Hein. Non, Tu trouves juste un système qui te permet d'avancer, de faire avancer l'équipe grâce à lui. Ouais. Mais il faut vraiment que par contre sur les autres domaines il soit monstre. très fort. Parce qu'aujourd'hui c'est vraiment le rugby à 7, je pense que peu de gens ont la connaissance de l'exigence que c'est. Mhm. C'est vraiment une très très haute exigence. C'est drôle parce qu'on jouait dernièrement là à 7 et on disait on adore jouer à 7, on adore regarder du 7, mais quand tu es par exemple, tu en parlais de la dominante mentale entre deux matchs, personne n'a envie de. T'as 2 heures à attendre ou 3 heures à attendre et là c'est Il y a combien de chiant. temps entre un match en général? Par exemple le Super 7? Ça peut varier en fonction des 2h30 matchs au et tout moins. ça, ouais, mais en général, ils essaient de faire en sorte que les pages de récup soient assez grandes. Ouais. 2h, 2h30, 3h. Ça arrivait l'an dernier sur un tournoi, si je dis pas de bêtises, à Lyon. Ça avait été décalé à cause de Canal, mais je crois qu'il y a eu pratiquement 4 heures entre deux matchs. Donc C'est quoi le plus dur? C'est quand c'est plus court ou plus long? Ouais, je pense que pour l'organisme en lui-même, quand c'est plus court, c'est très long parce que. C'est très dur, parce que c'est très dur quand c'est court parce qu'en fait il est obligé de vite se réactiver, il n'a pas eu le temps de récupérer un petit Ouais. peu.
Mais après, sur l'aspect mental, quand t'as 4 heures, t'es tellement descendu que quand il faut se réactiver derrière, c'est dur mentalement de se réactiver. Et après, les jambes, je pense que si tu suis bien, tous les clubs et toutes les nations aujourd'hui ont des protocoles de récupération très précis, très calibrés. Ouais. Quand tu suis tout, tu fais confiance à la prépa et à la machine qu'il y a eu derrière. Et puis ça relance tout, mais c'est dur. Un côté c'est physique, l'autre côté c'est mental, je pense. On en parlera bien sur le dernier sujet, avec notamment des trucs bêtes, mais la nutrition aussi, comment on n'est pas des spécialistes de la nutrition, mais voir un peu comment on peut arriver à s'alimenter quand t'as que 2 heures, sur la digestion, tout ça, et les stratégies un peu que vous avez aussi mis en place avec la section. Pour continuer sur ce thème, on va un peu essayer de prendre des joueurs qui ont très bien réussi leur transition, ou des joueurs aussi, je trouve intéressants, qui sont maintenant des spécialistes du 7. Et dans la question, est-ce que le rugby à 7 est devenu un sport à part entière, voir si ces mecs maintenant sont aujourd'hui transmissibles. Ça se dit transmissible ? Tu l'as dit, on a compris. On l'a compris, peuvent faire la bascule vers le rugby à 15. Donc on va démarrer par un cas hyper facile, mais comme ça sera fait parce qu'on allait en parler. Antoine Dupont, aujourd'hui, il y avait peu de mecs qui en doutaient, mais il a réussi sa transition. Après, un peu. Ça faisait combien de temps que la France n'avait pas gagné un truc ? 2005. T'imagines ? 2005. Le mec il arrive. Et encore, c'était moins structuré depuis qu'il y a les World Series comme ça. C'était différent, mais bon. Mais bon, 2005. Bon, lui, clairement. Ils avaient jamais gagné un. Depuis 2005. C'était quoi le mieux qu'ils avaient fait ? Finale, non ? Finale. 2 ou 3. Il y a eu plusieurs finales de fête, que ce soit sous l'ère de Jérôme Daré ou de son prédécesseur. Il y a eu plusieurs finales de fête, ouais. Mais il y avait pas, Thomas, il n'avait pas foutu un drop contre je sais plus qui ouais, pour gagner. Demi, C'était la demi. Non, c'était la demi. Je crois contre l'Australie à Hong Kong l'an dernier. On se contentait, mais on avait perdu la finale. Bon, du coup, Antoine Dupont, joueur ultra talentueux, qui a un peu toutes les capacités du 15, mais aussi du 7. Il va vite, il est puissant, il gratte. Là, lui pour le coup. Il sait tout faire. Lui, je pense que même si tu le mets sur le rugby à 13, il va être dominant. Tu le mets faire les championnats de France de rugby touché, de beach rugby, il sera bon partout. Il y a Anglette qui va peut-être l'appeler pour faire une team. Non, mais je pense qu'il n'y a pas de débat sur lui. Donc, c'est peut-être la. Mauvais exemple. Non, c'est pas le mauvais exemple, c'est peut-être l'exception qui confirme la règle, même si je pense qu'il y a beaucoup de profils qui peuvent très bien se transférer. Je vais vous donner d'autres profils, et là, c'est plutôt des setistes du coup. Il y avait eu l'exemple Bourawa, qui avait essayé de faire sa transition vers le 15. Il avait re-signé Terry Bourawa, le joueur le plus capé et plus de points marqués. Plus de points marqués, c'est sûr. T'es sûr ? J'ai regardé. Ce vieux loup. Je sais pas si c'est lui ou si c'est Paul là-bas des jours. Ah, peut-être Paul Capé, mais de points, c'est sûr que c'est Bourawa. En tout cas, Terry Bourawa qui avait signé à Paris. Ah, mais si il n'y a pas son frère qui entraîne le Stade France. Oh, ok, ça y est. Et oui, tu l'as. Michel, je la ref. Et donc, qui avait fait une transition pas ratée, parce qu'il avait fait ses petits matchs, mais difficile. De quoi ? Il avait essayé de transitionner 7, 15 Quitter 7 pour passer une demi-mêlée. C'était un petit Stade français. Stade français, ouais, il avait signé. Il était un peu troisième au poste, il avait dû faire 5-6 matchs. Peu de temps de jeu cette année-là. Ouais. Après, il sortait, je pense, de plusieurs grosses saisons sur le circuit. Et je sais pas, après la transition elle avait été dure. Le rugby à 15 avait beaucoup évolué aussi entre-temps. Donc, ouais, c'est des mecs qui ont fait presque 10 ans de contrat fédéral. Ouais, il a fait partie des pionniers, des premiers qui ont eu des contrats. Ça a commencé en quelle année les contrats ? Je crois que c'est 2011. Je vais vous dire ça de suite, mais il faut pas que tu regardes. C'est 2012. J'en ai discuté avec Fred Pomarel récemment, qui me disait justement que ça avait été les pionniers là, sur les contrats 2012, si tu dis. Je crois que c'est 2012. Donc voilà, ils avaient quelques contrats au début et après ils ont bossé là-dessus. Ouais. Et je pense que Terry Bourawa faisait partie des premiers contrats. Un autre joueur qui aujourd'hui du coup est plus actuel, c'est Parez. Ouais. Parez aujourd'hui, s'il vient à 15. Arrête. C'est qui ça ? Le 4 titulaire de l'équipe de France. Après, Ça va être Dupont. Non mais oui, mais avant. Ah ben non mais oui, mais non. Après ils peuvent les associer. Dupont il a fait que 2 tournois pour l'instant. Parez c'est celui qui joue le plus. Oui, mais tu vas voir. Match en jeu, devine. Après, Parez il a fait beaucoup de tournées, il a beaucoup d'expérience. Tu peux pas être aussi dur que ça avec toi. Non mais en vrai je le connais même pas. Je me pompe à 7 donc je vais pas critiquer. Mais non, après, si je dis pas bêtise, Parez a fait quand même France Mounvert à l'époque.
Il a suivi la filière fédérale, donc il a fait France moins de 20. Après, Pôle France. Pôle France, il a basculé sur le projet 7. Il a fait partie des premiers jeunes qui ont basculé sur le projet 7. Donc maintenant, je crois que ça fait une dizaine d'années, si je dis pas de bêtises, 10-11 ans qu'il y est. Mais forcément, tout évolue. Le rugby à 7 a évolué et le rugby à 15 aussi en parallèle en 10 ans. Donc c'est d'autres critères. Donc forcément, est-ce que... C'est un mec qui jouait 9, je crois. Si dans un club à 15, niveau top 14 Pro D2, est-ce qu'il va s'en sortir? Je sais pas, il faudra certainement un temps d'adaptation. Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, avec les contraintes et l'exigence du rugby à 7, que ce soit sur l'aspect physique, technique, ça il sera prêt. Après, ce sera plus, je pense, les aspects stratégiques à comprendre qu'il y a davantage aujourd'hui sur le top 14 Pro D2. Et ça peut être un peu plus dur, sur aussi un peu plus fermé. Leurs qualités physiques qui sont peut-être moins transmissibles au 15, parce qu'aujourd'hui, c'est le 7, tu as beaucoup d'espace. C'est quand même un jeu qui va, c'est assez paradoxal, ça va ou très vite ou très lentement, mais genre, le rugby à 15, il y a une pression qui est assez constante, tu as moins le temps de travailler tes mecs. T'as moins le temps de te tromper, tu te fais plaquer très souvent à 2. C'est des mecs qui peut-être vont très vite à 7 ou du moins ont un cardio de malade et tout, donc ça se voit. Mais peut-être sur du 15 avec moins d'espace. Ils ont moins d'espace pour s'exprimer, forcément. Moins d'espace, des contacts plus fréquents et plus différents. Plus fréquents, je sais pas, peut-être tu en prends moins sur un match entier parce qu'à 7, il y a plein de joueurs beaucoup de rec, mais... Il y a plein de joueurs jeunes, tu vois, sortis des équipes de France moins de 20 ou moins de 18 qui ont enchaîné, que ce soit en France ou même à l'étranger, qui ont enchaîné avec quelques tournois, quelques circuits, et après quand ils reviennent en rugby à 15 sont des monstres, quoi. Parce que forcément tout ce qu'ils ont eu la chance d'acquérir pendant ces tournois-là, c'est... Bon, on va voir là avec Grand Didier. C'est une super école. Ouais, Grand Didier qui revient sur le 15. Ouais. Ça fait combien de temps qu'il a pas joué? Il était à Brive, lui. 2 ans peut-être. Ouais, mais je crois que l'an dernier il fait quelques matchs l'an dernier. Ah ouais? Si je dis pas de bêtises. J'ai pas les stats exactes, mais il a fait quelques matchs. Mais même on regarde aujourd'hui, tu vois, Thomas qui la semaine dernière était à Singapour. Thomas Carroll, on parle de Thomas Carroll. Et là, il était titulaire aujourd'hui contre Oyo et il a fait plus que son match, tu vois. Et dans les contacts, il est archi présent. Après, c'est son point fort aussi. Contre le 14, comment il s'appelle, Stark. Ouais. C'est ça? Ouais. Et après, tu vois, je pense qu'il y a plein de qualités qui sont transférables, comme tu dis. Ouais. Un autre joueur qui m'intrigue beaucoup. Pardon, juste pour revenir à ça, il y a plein de trucs qui sont transférables, mais plus chez les 3 quarts que chez les avants, je pense. Ouais, je suis pas sûr. Le jeu d'avant. Enfin, t'es limité au 3 je pense. Non, les 5 devant, c'est dur. 5 devant, un bon petit talon, à la limite très dynamique. Genre pour moi, un joueur de 5 de devant, ça sert pas à grand chose qui passe du temps sur du 7. À part si t'as un profil de Rein Barca. Ouais, voilà, un à talent. part si t'as un profil de Rein Barca qui. Ou un second ligne, genre Nakarawa, tu sais jamais. C'est peut-être un peu trop massif, mais Nakarawa. Mais dans le développement, je parle. Tu sais, dans le développement, quand c'est jeune. Dans le développement du joueur, si, ça sert toujours. Tu peux pas dire que ça sert pas. Le mec, il va devoir faire des efforts. Oui, l'enchaînement des efforts. L'enchaînement de tâches, être précis. Mais je trouve que dans le jeu en lui-même, il n'y a pas grand chose qui il n'y a pas de similitude. Il y a très peu de similitude pour un joueur, pour un second ligne. Mais ce que le rugby a, ça doit lui apporter. On en revient sur l'aspect mental, être capable de se concentrer sur 3 échauffements, 3 matchs, 3 préparations, etc. Je pense que c'est obligé que ça va lui apporter. Ouais. Et sur les aspects défensifs, un joueur qui joue dans le 5 de devant, quand il défend, généralement, il défend à 10-15 mètres du rack. C'est assez facile dans une densité très, très forte. Mais là, à 7, quand il va devoir défendre avec 8 mètres à droite, 8 mètres à gauche, tu vois, il va devoir cadrer différemment, anticiper. Oui, mais c'est pas quelque chose qu'il va revoir à 15. Il va pas revoir, mais lui, ça va lui donner des billes pour après, je pense. Ouais. Dans la formation du joueur, moi, je crois que c'est une vraie école. Ouais. C'est un indispensable. Parce que là, aujourd'hui, après, en France, il y a très peu de profils de joueurs de 5 de devant qui peuvent vraiment performer. Comme l'a dit Clément, il y a peut-être des joueurs fidjiens qui ont cette capacité physique d'enchaîner des tâches. Rein Barca, tu l'as très bien cité, qui a un talent, mais qui court à plus de 33 km/h, je crois. Donc, en tout cas, ce que j'aime aussi du 7, mais je pense qu'il faudrait même qu'on fasse un épisode sur le rugby à 5, parce que moi je suis tombé vraiment amoureux du rugby à 5. C'est que tu touches beaucoup de ballons, tu dois prendre des responsabilités, tu dois faire des choix, tu dois courir. Mais ce qui est bien, c'est que ces joueurs qui, de plus en plus avec des rugby, surtout les anglo-saxons, des rugby ultra structurés ou qui deviennent pas monotâches, on ne va pas aller jusqu'à là, mais c'est des mecs qui deviennent spécialistes de choses très précises. Et presque en fait ils ont même plus à sortir de ce cadre parce qu'il y a tellement un cadre précis que c'est très rare qu'ils aient à sortir du cadre. Aujourd'hui tu prends les stats d'un pilier en top 14, combien de passes il fait dans l'année? Ah oui.
Donc, tu as des coachs qui disent, en fait, un pilier, il fait une passe par an. Donc, pourquoi on va lui faire travailler la passe, en fait? C'est vrai. Donc, on va juste lui faire travailler ses carries. Allez, C'est carré. c'est ça, non? Ouais, mais il faut c'est expliquer à nos auditeurs. On fait juste travailler ses portées de balle, on avance. Donc, juste C'est ça. un quoi. NOZ. Mais est-ce qu'on se... C'est vrai que tu n'avais pas dit ton expérience néo-zélandaise. C'est vrai. Il faisait. J'en garde, je vous dis Il pas tout. s'entraînait les clubs amateurs à 7. Ouais. Vraiment? Ouais, bien sûr. En fait, si tu veux, là-bas, tu avais un championnat. Donc, moi, j'étais à Wellington, basé à Wellington. Et tu as tous les clubs autour de la contrée de Wellington, en fait, qui font un championnat à 7. Et c'est vraiment bien joué. Enfin, je veux dire, dans le sens où tu as des mecs qui jouent en Super Rugby qui le font, quoi. Parce qu'en fait, les joueurs de Super Rugby, ils appartiennent tous à. Ouais, des petits clubs. Et c'est en des même temps que clubs. les clubs ou c'est l'été, enfin leur été C'est notre début hiver de saison, je crois que c'était mois de janvier-février. La saison là-bas démarre un peu plus tard sur le club rugby. Donc en fait, ils font ça et t'as des mecs qui veulent performer parce qu'ils veulent faire partie de la sélection de Wellington pour après faire le championnat néo-zélandais, donc jouer contre les autres contrées, contre Otago et tout ça. Et en fait là-bas c'est diffusé comme le Super 7, donc avec moins de moyens, parce qu'aujourd'hui on est privilégié quand même en France là-dessus, il y a énormément de moyens qui sont mis et ça c'est génial pour la pratique, mais c'est diffusé à la télé, c'est pris vraiment au sérieux et en fait tu vas là-bas et dans l'équipe de Wellington tu vas voir deux internationaux black, un international samoa, un international tongien, c'était vraiment du très très haut niveau, c'était ouf ça. Et est-ce que tout le monde le faisait ou c'était... Franchement tout le monde joue le jeu. Il y avait des piliers qui le faisaient quoi. Non, c'était vraiment les joueurs très profonds. Après, au niveau club rugby, genre le niveau club rugby, le niveau initial, tout le monde le faisait ou... J'ai perdu son nom, mais il y avait des piliers qui faisaient une reprise un peu plus tardive pour éviter la cruelle. C'était un jeune pilier, il était en équipe Néo Z, il a fait moins 18, moins de 20. Dommage, je ne vais pas savoir son nom. Qui a pris chez les Hurricanes, qui joue. Mais c'est pas à moi le talent. À sa fois à moi, je crois. Lui, il a fait. Ouais. Lui, mais il est talent, lui. Ouais, c'est un peu. Lui, il est talent, mais il y avait un pilier, je ne vais pas retrouver. Ouais. Et il le faisait, ouais. Et il l'a fait, il était super fort. Ouais. Et après, t'as tous les gros mecs qui le faisaient. Est-ce que. Tu vois, à l'époque où j'y étais, je sais pas si ça va parler à certains, mais il y avait dans l'équipe de Wellington, il y avait Ambrose Curtis. Qui joue maintenant en France. À Narbonne, non? Ouais, il est à Narbonne maintenant. Ouais. Tu vois, un top joueur qui, lui, Ambrose Curtis, il a fait ça, il jouait avec Wellington, après il a été joué avec d'autres, avec Manawatu, si je dis pas de bêtises. Manawatu. Et puis après, au Black Seven, tu vois, il a fait le Black Seven et tout, il a fait pas mal de choses. Et en fait, c'était énorme. Donc, on ferme la parenthèse de Nouvelle-Zélande. On repart sur un petit j'ai joueur. une question. Ah oui. J'ai une question. Est-ce que vous pensez que le Super 7, ça devrait... déjà, on enlève Barbarians et Monaco. Et est-ce que ça devrait compter pour des points au classement top 14? C'est une très bonne question. Scotché, mes petits loups. Non, je pense Moi, je dis non. Non, les enjeux, c'est trop... Mais sur un Genre championnat... par exemple, si tu fais le gagnant, il prend 4 points, comme une victoire. Le second, il prend 2 points, c'est un nul. Et le troisième gagnant de la petite finale, il prend 1 Moi, point. je dis non. En plus, ça revient sur ça. Ça serait un peu contraire. Aujourd'hui, le 7, c'est un vrai sport. Justement. Oui, mais parce que là, tu vas pas handicaper une équipe à qui 15. jouent le jeu à balle. Et il y a des équipes qui... Oui, mais c'est les équipes qui voient de la logique de développement. Mais aujourd'hui, tu vas pas handicaper un club à 15 avec beaucoup aujourd'hui. Il y a un aspect financier de malade dans le top 14. On est un championnat ouvert, donc on doit descendre. Mais c'est mettre des joueurs qu'ils ont pas besoin de recruter, qu'ils ont déjà salariés. Tu pourrais tomber dans du vice, dans des trucs, tu vois, pas propres là-dessus, je pense. Tu penses? Ouais, je pense que tu... Justement, ça rajoute un peu de gros calme. Non, je crois qu'il faut pas forcer... Faut pas forcer, comme l'a dit Clément, il y a des clubs qui jouent le jeu à 200%, il y en a d'autres qui les jouent avec leurs moyens et c'est très difficile, il y en a d'autres qui font ce qu'ils peuvent. Ça, on va pas blâmer ça, c'est juste que tu peux pas forcer les mecs. Après, est-ce que les présidents et les managers voient l'intérêt pour leurs joueurs de top 14 ou pour leurs jeunes joueurs et la formation? C'est des choses. Après, je pense qu'il y a des clubs qui travaillent fort, qui ont travaillé dans d'autres démarches, on va dire, qui ont recruté de l'extérieur pour justement avoir de l'attractivité et une visibilité différente. Mais je suis pas sûr que tu dois tout lier. Sur ça, il y a quand même 2 très bons exemples. Bon, il y a l'exemple de Pau qui, en interne, lui, s'en est vraiment servi. Alors, ça t'a quand même fait émerger des mecs, des Théo Atisogbe, des Clem Mondinat, c'est des mecs qui quand même ont eu beaucoup de visibilité vers ça. Des Spires, même Reign, il nous fait des tournois magnifiques. Ouais.
Et il y a aussi Thomas aussi. une vision totalement différente, mais l'UBB qui lui a pris le parti de pour le coup ne mettre aucun joueur, mais d'avoir créé un vrai projet 7 en prenant du coup, eux ils ont fait un peu un micmac là, en faisant signer des mecs en double licence parce qu'il fallait une licence, mais le projet du bébé il est génial quoi. Exactement. Le projet du bébé Ils sont partis à Dubaï. mais non, mais surtout sur le circuit élite aujourd'hui, c'est des monstres. Ils jouent Ah ouais. qu'avec des petits mecs locaux de la banlieue de Bordeaux. Enfin, des petits mecs qui jouent quand même en Fédéral 1, Fédéral 2. Mais ils ont développé un projet qui est génial. Un projet. Génial. ils ont structuré ça. Il y a quand même. Moi, le prépa, c'est un mec qui était en STAPS avec moi. Il est avec eux toute l'année. Il y a des entraîneurs. La filière STAPS. Donc, pour le coup, ils ont pris un chemin totalement différent. sûr. Mais pour le développement du set, c'est génial quoi. Et il y aura peut-être même autant de chances qu'il y a des mecs qui sortent de l'UBB7 avec des petits mecs super forts pour l'équipe de France à 7 que des mecs de la section qui ont peut-être plus une vision rugby à 15 sur du court terme quoi. Ouais, carrément. Je vais Pardon, pouvoir repartir c'était sur juste mais pour non mais c'était une très bonne question Hector et Merci. c'est impressionnant. Un autre joueur qui va peut-être pas te parler, mais Gary c'est sûr il va te parler et ça j'en ai déjà parlé avec plein de potes et c'est un peu notre débat. Un mec comme Jordan Zeffo. Qui aujourd'hui, alors je sais pas comment te trouver, c'est un animal, c'est un mec qui doit faire plus d'un 95 peut-être. 1,95 je pense. Il joue à l'aile, il doit faire plus de 100 kg, il court à 2000 à l'heure. C'est pas un mec qui a le plus gros, je pense, QI rugby de ça. Par contre, en 1 contre 1, non mais c'est pas un animateur, c'est un mec qui connaît très bien son rôle. Il joue dans les couloirs, il gagne beaucoup d'1 contre 1. Aujourd'hui, Jordan Zeffo, déjà, tu le mets à 15, il joue quoi? Ouais, je pense qu'il. Je sais Pas 10. Moi je dis il joue pas 10. Il Non, joue pas non, la charge. je sais pas. Je peux pas te dire. Je crois que c'est un garçon qui, le 7 lui a fait beaucoup de bien. Qui, si je dis pas de bêtises, arrive Il a quel âge, ce des pôles d'outre-mer à l'époque. Je sais pas quel âge il a. Il est pas vieux. Tu peux regarder. je 7 pense. ou ouais. Et, Là Moi je regarde. non, il est pas vieux. Non, après, sur le rugby à 7, c'est un monstre. Il est grand, il est très athlétique. Animal. Il va vite, il est dur à l'impact. Donc, ouais, après, à 15, quel poste tu le fais jouer il y en a plein de mecs comme ça. 25 ans. Tu vois, donc Quoi, ça fait- 98 98. Et je sais pas, ça peut être peut-être un profil Un ailier, ailier. tu vois. Mais aujourd'hui, un ailier de top 14, ça doit dézoner. Enfin, c'est devenu un poste presque où il faut une compréhension. Alors, oui, il y a des ailiers. Il fait 1,96. Et combien ouais, mais c'est un animal. Mais aujourd'hui, tu sais, les demandes du rugby à 15, même si on peut avoir un super pouvoir et s'enlever 2-3 fonctions si t'es 105 vraiment très kilos. puissant, t'as le jeu aérien, t'as le jeu au pied. après, sur T'avais la jamais joué à 15? Je sais pas si, je pense. Si, il a dû jouer à 15. mais je pense sur le. Mais pas au niveau, ça c'est sûr. Par contre, sur le jeu aérien, tu vois, aujourd'hui le rugby à 7, lui, il fait partie des mecs qu'on va chercher justement sur tous les coups d'envoi. Mhm. Il est hyper aérien là-dessus. Moi, je suis pas inquiet là-dessus. Après, c'est un jeu aérien sous pression. Ouais, c'est pas le même jeu devant aérien. une tribune pleine, quoique la tribune pleine, il le voit. Il a leur détourné, mais je sais pas. Quel poste, peut-être potentiellement un ailier. Il y en a des ailiers. Ailier ou un très truc, grands. ouais. Deuxième ligne. Après, Il en faut des Ouais, athlètes. mais en vrai. Non, non. Non, mais Après, c'est. le 7, dès qu'il y a des mecs qui ont fait la bascule, t'en as d'autres ou pas? Parce qu'il y a des mecs qui ont réussi la bascule 7-15 merveilleusement bien. Eh ben, j'attends. On est bien. Je peux en avoir 2-3, mais j'attends les. Non, mais un mec comme Vakatawa. Ah. Vakatawa, Pas mal. Bonne transition quand même. lui, il a quand même il a explosé quoi. Mhm. Et puis il y a un autre. Mais lui, il avait commencé à 15. Il était au Racing, non? Oui, il était au Ouais, centre de formation mais- du Racing. Au centre Ouais, de mais il formation, sortait pas quoi. mais il était pas sorti, ouais. Il sort de formation du Racing, il part à 7. Contrat, il fait ce qu'on connaît de lui. Il a été monstrueux pendant des années. Et puis après, il a basculé à, de France. à Il est 15, monstrueux à l'équipe de 15 France aussi. et monstrueux. Il fait 2-3 saisons monstrueuses Et- à 15. Ouais, Ah, ouais. Et un autre joueur a une autre dimension parce qu'il a moins de sélection, mais il en a quand même, c'est Barak. Et Et ouais. Barak, il a quand même un gros parcours à 15 avant. Ouais, un ouais. gros parcours chez les J'ai jeunes. l'impression que ce mec, il joue depuis des Ouais, années. il était encore au tournoi là, à Singapour, Barak. Alors tu sens qu'il a, Quand il a il joue pris à des 15, années, Je sais mais. pas de quelle année, je crois que c'est 91, 92 Barak, si je dis pas de bêtises. Il nous faudrait un. Et en fait, il a fait toutes les un équipes stagiaire. toutes les équipes. Il a été bon quoi, il était très bon et après il bascule à 7. Ah, il là, fait, là, Hector. À 7, il est très bon. il fait super. Et si je dis pas de bêtises, il y a une sorte de partenaire entraînement 15 de France ou quelque chose comme ça où il fait la bascule. Il sur prend un pas une entraînement. sélection Mais comme il ça prend une sélection. Il a été monstre, mais je crois qu'il a pris en vacune. Hein. Il a été de monstre. 91. Il Toi, joue 91. depuis des années. Ah ouais, mais il a des Quand il rayons, jouait ça à a Biarritz, Biarritz, bien. il avait 12 ans. Ouais, Il a fait, et il avait été très bon, et du coup, il a été chercher une sélection. c'est vrai. Et après, il a signé à Perpignan. Avant Perpignan, il était parti ailleurs, je sais plus où.
Et là, il est où actuellement? Il était où avant Il Perpignan? a joué à Tarbes. Il était où avant Perpignan? Là, il a Perpignan, il est à La Perpignan. Rochelle, non? Là, il est à Perpignan. Ouais, il avait fait un joker médical ou comme ça. Clermont, Et il a joué une fois Bordeaux, pour. La Rochelle, ouais, Bordeaux, La Toulouse. Rochelle, tu vois. C'est quoi France 15? Mais pas il- Ça, l'équipe c'est de l'équipe de France. France, oui. Ah, ben tu vois, une sélection, il a. Et donc il avait été ça à chercher quand même, tu vois. Donc ça montre que le Ouais, 7 c'est lui a bon. fait du bien là-dessus. Un mec qui est sorti aussi, là. Enfin, et là, pour le coup, lui, il aurait pu rentrer. Il y a un an, je t'aurais dit quel poste il joue. Viré d'Amou. Aujourd'hui, il est meilleur marqueur de top 14 quand même. Non mais et il y en a un autre qui m'est pas venu en tête, pardon, mais Gabin Villiers. C'est vrai. Oh le Gab. Mais il avait du Villiers. 15 quand même. À Il bas a- niveau, il joue à Rouen, ouais, Fédéral il joue 1. en Rouen. Il joue en Fédéral 1 à Rouen. Mais quand Oui, même, il explose c'est- par le 7, ouais. Il explose par le 7. C'est vrai. Avec les tournois France Jeune, Lui, je sais pas quoi, là. je me rappelle très bien de lui, il fait une tournée, il Non, fait une France tournée avec 7 France Jeune. Développement. Ouais, France voilà. Développement, il fait une tournée avec France Développement en Italie, à Naples, il est très bon. Il y a un joueur qui se blesse. Ah, c'est vrai, c'est ça. Il y a un joueur qui se blesse parce qu'avant les tournées, elles étaient par deux. T'étais enchaîné 2 tournois d'affilée. Il y a un joueur qui se blesse, ils appellent le staff France Dev qui c'est qui a vraiment été bon, qui peut dépanner. Gabin Villiers avait été énorme sur le tournoi. Il envoie. Il envoie et il devient. Il fait meilleur joueur à Hong Kong. je Ouais, crois. il fait meilleur Il seul fait- joueur. Il fait français meilleur pour joueur une à fois Hong français. Kong. Il a été monstrueux. Il enchaîne Vancouver. Enfin, je sais plus quel tournoi. Je crois que c'est Vancouver-Hong Kong ou un truc comme ça. Très très fort. Et derrière ça, quand même, il signe à Toulon. Il passe de Rouen, où il joue, où il est bon. Bien sûr, il n'y a rien à dire, mais c'est pas non plus l'extraterrestre de la Fédérale 1, tu vois, quand il joue. Par contre, A7 a été monstrueux. Et après, il signe à Toulon derrière. Et lui, c'est un garçon qui, il a dit et assez dit dans les interviews que tous les centres de formation se sont fermés devant lui, que c'était très compliqué. Le Griezmann du rugby. Il a rien lâché, tu vois, ouais, c'est un peu ça. Et le 7 lui a fait énormément de bien. Et après lui, par contre, il a pas qu'une sélection, il en a je sais pas combien. Ah oui. Il est encore. Bon, là, Tu il est vois, emmerdé par il les fait une blessures. Coupe du Mais... Monde, en plus. Donc, Il a fait. Ouais, il a fait. Après, il y a Bielbarré qui est Attends, passé devant, tu vois, mais. Mais non, de base, en plus, c'était comment il s'appelle celui de Lyon. Du Mortier. Ouais. Qui a aussi fait. Il fait du 7. Qui a aussi fait du 7. Tu vois, je fais toujours Eh oui. J'ai deux autres joueurs qui me viennent en tête et qui sont encore un peu plus spécifiques. Le cas épée 3 balles. C'est des mecs On va en venir. qui là pour le coup vont très 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 vite, mais qui ont des gabarits très légers. Donc Gabin Villiers, il montre aujourd'hui qu'il a un gabarit léger, même s'il est planté Gabin Villiers, et que c'est un animal sur toutes les zones de ruck. Mais ces mecs, épée 3 balles, bon 3 balles lui il a jamais, je pense, je sais même pas s'il a un match senior À 15, non. à 15, je pense. Il était où? Lui, Joachim Racing, Trabal, peut-être. j'ai suivi un peu sa génération là sur mon. Mais jouer contre, il est très vite. Hein. C'est un, Sept, hein. c'est un 2000. Joachim. Il est né en deux. Ah. J'ai joué contre en fait demi-finale Béarn contre Île-de-France. J'avais Jordan Joseph, 3 balles, Ah, bonne mais- petite génération. Et puis, ben je il nous pense met un que- essai de 100 Et mètres, on qui lui c'est court qui est derrière. champion de France cette année là? Tu le sais ou pas? C'est belle. Voilà. Et on était. Entraîné par. T'étais entraîné? Oui, c'était moi. Ah mais non. Ben, nous, fin du match en plus contre Île-de-France, ça s'accroche un peu. Ouais. Et du coup, nous en finale, grands supporters, même si c'était nos Vous, il y avait qui? copains. Ouais, nous on avait une équipe de paysans. Il y avait. Oh, Garoc. Non, mais je te jure, il y avait peut-être un mec ou deux qui jouaient à la section, sinon c'était genre Naï, Bénéjac, Aramitz. un Par mec qui contre, joue à la section très on fort. jouait pas très bien. Solaire, Mais il y bon. avait un mec Solaire qui s'appelle. Solaire, un Mon grand Solaire. copain à Arthur moi qui Solaire. joue à Gand. Tu vois, Il mais vient jouer à je Pau. connaissais les générations, t'as vu? Arthur Mais il Solaire, était Loïc très fort, lui. Compraré, Oui, Loïc. Domecq, Antoine Agueb. Ah non, mais Si, l'équipe- t'avais fait jouer Florian Terrado, que j'avais au pôle aussi. Ouais, mais il était CBL lui. Ah non, il Non, était il revenu était avec nous. avec Il était vous. revenu Il était avec avec nous. Flo. Ouais. Bon, bref. Juste à aparté, mais 3 balles. 3 balles, alors Joachim, lui par contre, il a fait donc le parcours 7, puisqu'il a eu la chance de participer aux Jeux Olympiques de la jeunesse à Buenos Aires. Argentine. Voilà, où il va chercher une médaille d'argent. Et ensuite, il se voit proposer un contrat fédéral, quoi. Donc il est issu de la filière et c'est un super joueur qui va très vite, qui a des très grosses qualités de vitesse. Mais pas que, moi j'aime beaucoup le joueur, justement, je pense qu'aujourd'hui, j'en parlais avec un ami à moi récemment, je trouve qu'il est un peu sous-coté parce que c'est un garçon qui va vite, qui finit les coups, qui défend, qui arrive à maintenant être vraiment costaud au contact. Alors ouais, c'est pas l'ailier le plus solide du championnat, ça c'est sûr, mais tu vois, il domine maintenant offensivement, il domine ses contacts. Et t'as des mecs, il faut pas croire que le rugby à 7 c'est que des mecs très fermes, non, c'est des mecs très athlétiques, très prêts physiquement, ils sont ultra durs, quoi. Ah ouais. Ultra durs. Donc après, est-ce qu'il a le niveau top 14 Pro D2 J'en sais rien, ça je peux pas te dire. Mais c'est un joueur qui a un profil vitesse, ça monte, ça va très vite, quoi. Pour ceux qui connaissent, ça, je pense que ça monte à plus de 36 km/h. Ah ouais. Un tout petit Ah peu ouais. plus vite. Ah oui, non, mais. Ah oui. Après, père sprinter, je crois. Hein. Ouais, c'est ça.
Super sprinter, lui, Un vrai athlète, tu vois, il se connaît. il est né pour courir vite. Hein. Comme moi. Pareil. Il a fait la filière. 26, tu vois, toi, on parle de 26, toi, autant. 26, toi. Après, les gars, mine de- si je dirais pas bêtise, c'est sûr. Joachim, il fait quand même équipe de France moins de 17, tu vois. À 15, hein. Ouais, ouais. Tu vois, il jouait à Racing. Racing. Ouais, Racing. C'était Elle Racing. était Gérardais, ouais, Racing. Racing, tu vois. Enfin, Massy Racing, je crois. Il y avait une bonne génération, là, les 2000 cette année-là, j'y pense. Ah ouais. Et donc voilà, et Nelson Épée qui a un an de moins que lui, qui est 2001, Stade Toulousain, va Tu très, le très, connais, très vite aussi. Très très vite. Mais tu Il a vois, quelques est-ce matchs qu'aujourd'hui, en un mec comme Nelson Oui, oui. Épée, s'il a un choix de carrière à faire, est-ce qu'il doit. Surtout aujourd'hui à Toulouse, bon, à Toulouse, c'est ultra bouché, mais est-ce que c'est des mecs qui doivent pas se Toulousain qui dire. s'en Oui, oui, oui. Bon, tu verrais le nombre de mecs qui étaient pas sur la feuille de match au dernier quart. Et que tu... Non, mais c'était aberrant. Il y avait des mecs comme Barassi. Ils étaient même pas sur la feuille, quoi. Les mecs, il a un. Un choix de carrière, je sais pas. Je pense qu'après le rugby à 7, mais là il y en a quelques-uns qui en font depuis 10 ans. Jonathan Logel et Stéphane Parez, Paulin Riva qui commencent à être aussi dans la durée. C'est quand même, je pense, très 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 fatigant. Ouais. Très usant. Et quand tu grandis, quand tu commences à avoir une vie de famille, je pense que c'est pas Ouais. évident non plus. Beaucoup sur la route. Mais choix de Ouais, carrière, après, dans les choix de carrière, qu'est-ce que tu tiens compte dans ton choix de carrière? Et déjà, j'allais demander financièrement, c'est comment par rapport à top 14? Si un ailier lambda, il prend en top 14. Enfin, un ailier lambda. Là, les salaires sont sortis. La moyenne des salaires, c'était autour de 15 600, je crois. Un ailier? Non, Non. la salaire moyen d'un joueur de top 14. Ouais, Qui est tronqué par celui qui en prend 70 et celui qui en prend. c'est pour ça Exactement. qu'il faut Bon, faire les médianes. Ouais, putain, tu Non, dois faire des Ouais, maths. j'écoute. je peux pas te dire, j'ai pas envie de dire des bêtises et de chiffres un peu. Je pense que les mecs un s'y peu retrouvent exorbitants. quand même. À 7, ils s'y retrouvent, mais après, c'est sûr que. Après, tout dépend si t'es numéro 1, numéro 2, numéro Ouais. 3 en top 14. Un ailier qui est numéro 1 et. Mais qui une épée. Épée, par exemple. bah, il est pas numéro 1 aujourd'hui à Toulouse, tu vois. Il est deuxième, troisième. Ah oui. Oui, oui. Il y a du monde, tu vois. Mais après, il doit. Et à il, 7, il va pas être il rapide. est premier. Non. Il fait quel poste? Mais c'est ça qui est bizarre, c'est Mais- que c'est des mecs qui. Bon, là, je pense qu'ils ont vraiment. Je suis pas sûr qu'il a un Parce que contrat fédéral à 100%. Non, lui, il fait partie des. Des prêtés, joueurs prêtés par le Ouais, club. des genre. joueurs mis à disposition. Après, malheureusement pour lui, il a eu quand même beaucoup de blessures. Donc, Ouais. il a pas pu beaucoup enchaîner. Mais ouais. Donc, c'est pour ça. Mais est-ce qu'il Est-ce que va y c'est des arriver? profils. Tu vois, c'est des mecs, je les vois. C'est léger quand même pour du 15. Hein. Après, prends Théo Tsogbe, c'est un mec qui est pas forcément physiquement moins, mais une intelligence des contacts, tout ça. Aujourd'hui, c'est le mec en top 14 qui casse le plus de plaquages ou Ouais, derrière, ouais, il a une derrière grosse- le buffle, le centre, là, Gros changement de rythme. derrière moi là. C'est des mecs qui peuvent s'adapter à ces niveaux de contact. Après, il y a le top 14, il y a la Pro D2 aussi Oui, aujourd'hui. bien sûr. Et tu as tous les profils de joueurs. Tu as des mecs qui sont pas très solides et qui performent tous les week-ends en top 14 ou en Pro D2. Mhm. Je pense là, parce que j'ai vu le match hier, Adrien Lapègue, Ouais. il franchit tous les week-ends, il marque tous les week-ends, et c'est pas le mec de Aix-en-Provence, c'est pas le mec le plus solide non plus, tu vois. Par contre, changement de rythme, vitesse, cette envie de. Enfin, chez lui, je trouve que c'est fou, il a toujours envie de marquer, tu vois. Tu sais, Ouais. t'as ce genre de joueur, là, omnibulé par la ligne, là. Ouais, il y est. Clément Toussaint. Ouf, non. On a eu le retour de notre ami Mathias Colombe Ouais. qui est revenu de blessure hier. Plus 5 mois. Ouais, j'ai envoyé un message. D'accord. Non, si. Je m'entends très bien avec Mathias. Mais j'ai essayé de le faire venir ici, mais il rentrait sur Aix-en-Provence parce qu'il joue à Biarritz hier. Et bien fait, ça. Ils ont gagné. Des fois, il essaye de rester un peu dans ses landes de Natal, mais là, il est rentré. Et ouais, il a rejoué pour la première fois. Ça faisait 4 mois, je pense, qu'il a joué. Lui, il jouait quel poste? En 15, là, il joue beaucoup. Non, mais merci. À mais 7. Quel enculé. Ah, à celui-ci, 7. là. 6. À 7, il jouait quoi? J'ai Et d'ailleurs, on va en parler on des va postes. parler des postes. mais- Parlons-en des postes. Quelle transition. Ah, de rien, de rien. C'est Donc, monstrueux. Explication des postes et des Parce que profils. moi, j'y connais. Je fais la base Je sais et que le 4, c'est le tu, 9. tu me complètes, Gary. Donc, déjà, 7 J'ai joueurs. préparé un truc, vas-y. Oh, si tu as préparé, je te Oh. laisse faire. Allez, Allez, c'est parti, c'est parti. C'est simple. Mais On alors, t'écoute. Le public t'écoute. non. Moi, sur les profils du joueur, il y a vraiment une base qui, je dirais après, mais que j'ai fait quand même évoluer au fur et à mesure des années. Il y a encore plus maintenant. On y viendra, mais je crois de plus en plus au profil hybride. Tu vois, des mecs un peu passe-partout. Mais si- mais- c'est très intéressant parce que là, j'ai coaché récemment. Là, j'ai aussi utilisé le mot hybride. Donc, tu Tu vois. vois, donc avant j'étais très fermé dans mes compos. Donc pour les profils, pour moi il y a devant, donc numéro 1 il y avait un joueur profil aérien, Mhm. donc un grand très fort Joss. sur le coup d'envoi.
Ouais. Jocelyn Bouillet. Faut essayer de mettre des. Jocelyn Bouillet, pardon. Voilà, des profils aériens. Ensuite, le talon, c'était un profil insatiable. Tu vois, le mec qui avait toujours faim, qui avait toujours. Un besogneux. Un mec qui travaillait tout le temps. Camille Grassino pour un peu mettre du rugby féminin. Ben oui, non, mais toi, c'est sûr. Toi, tu sais, toi, Camille Oui, oui. Grassino. C'est À un la peu fin, ce quand profil. C'est tape ensemble. C'est ce profil un peu. Ouais, mais après, t'as plein de Qui adore répéter les tâches. Ouais. Trois Stapsiens là. Ouais. Et Staff toi aussi ouais, non, mais toi, ça Non. compte pas, lui. Un c'est- semestre. non, mais- Un jour, toi. Être inscrit au Pardon, staff, c'est ça juste compte pour pas. Ouais. Et en fait, donc pour moi, le numéro 2, c'était le mec insatiable qui a toujours faim, qui va toujours bouger, qui a aussi un profil quand même aérien, qui plaque Ouais. fort, qui aime enchaîner. Le 3, pour moi, c'est le joueur puissant. Tu vois, le Mhm. mec que tu mets dans un couloir qui avance. Aujourd'hui, le 3 de référence, moi que j'aime beaucoup, c'est Ebenezer Chimanga qui avait avec. Ah, tu l'aurais mis en 3, c'est. Ah, mais oui, c'est un 3. Lui, tu le mets dans son couloir, il a fait. Ok, quelques dégâts, moi, je tu pensais que c'était plus un mec. Tu sais, va vite, appuie. Genre, je pensais à un profil un peu plus gros encore, le 3. Non, pour moi, il y a un profil 3 que j'ai beaucoup aimé, mais c'est Danny Barrett. Pour vraiment les experts du rugby à 7, un américain. Ah, c'est vrai, qu'il venait du. Il venait pas du football, c'est pas lui qui venait. Ouais, je sais pas. Cheveux Cheveux longs, un ouais, buffle. un Ouais, ouais. buffle, c'était énorme. Lui, il était très fort dans son couloir, très très fort. Lui, il se situait où sur le terrain? Les trois, ils se situent où? par Plutôt exemple dans un couloir. T'as un couloir en rapide, souvent, ton plus Ouais. rapide, et de l'autre côté, ton plus puissant, grosso modo. Ouais, c'est ça, grossièrement. Ok. Après, c'est amené à bouger, tu vois. Je parlais ouais, d'Eben, ouais. Eben n'était pas toujours dans son couloir parce qu'il avait aussi d'autres qualités qui faisaient que c'était bien, on aimait bien l'avoir avant-dernier. Mais ensuite, le 4, c'est plutôt le magicien, tu vois, le mec qui sait tout faire avec le ballon, Hector Varane. qui est capable de faire pas mal de choses. Toi, je te mis plus loin. Le 5, pour moi, c'est le chef d'orchestre, c'est lui qui pilote tout, qui tête froide. Le 6, donc j'aurais dit l'omniscient. L'omniscient. Faut que tu dises des mots qu'Hector comprenne. Hein. Omniscient, c'est quelqu'un qui sait tout et qui sait tout faire. Ouais. Donc en fait, il est bon partout. Le 6, c'est ta pièce maîtresse. Pour moi, c'est. C'est le mec qui fait quasiment aucune heure de Ouais, plaquage, qui sur les bowling, les 2 contre 2, les joue à la perfection. Qui, Pas le joueur le plus flashy toujours, mais le Non, mec mais qui par fait contre, toujours qui- tout propre. et qui va savoir jouer ses duels très bien Ouais. et le jouer dans la bonne zone. Tu vois, c'est vraiment ce genre de joueur. Pour moi, le 6, c'est très. C'est complexe d'avoir un bon Quel 6, type hein. de Ah, joueur? Ben, pour moi, c'est un premier. À 15. Pour moi, un 6, ça peut se transférer assez bien sur un poste de 10 premier centre. À Un 15. Desperas à 15. en arrière. Mais tu vois, Ouais. Axel Esperas a beaucoup joué 6 avec nous cet été. Tu vois, il C'était a- Mathias qui jouait 6 ou pas mal, non Non, Mathias a plutôt joué 2 cette année. 2 C'est quand Ouais. qu'il jouait 6 Je pense, 5 ou 6 ouais. L'année d'avant Excuse-moi Mathias, mais il y a quelques années quand T'es du gas! Non, il a plus joué 2. Ah, tu vois, j'ai Et puis il a été, après Mathias, il a été hyper important aussi. C'était ça. Tu vois, l'une des qualités premières de Mathias sur le 7, c'est le jeu aérien. Il a un sens du timing énorme. C'est pas le plus grand, mais par contre, il a un sens du timing très fort. Et le 7, le 7, c'est la fusée. Ouais. La fusée, le mec, tu vois, que tu mets dans un couloir et t'es quasi sûr qu'il qui finit. finit. Nelson Ipé, Joachim 3 balles, c'est très très bien. Il y en a d'autres, tu vois. Les Américains, les Lord of Toshi Sprinter, Butlin. Toshi, Ouais. qui Non, est encore il est- peu connu. Et t'en as d'autres. Après, et en fait, si tu veux, quand je constituais une équipe, il y avait donc ces 7 joueurs. Je prenais toujours 2 remplaçants devant, donc un profil aérien et un profil 2-3. Un remplaçant sur la charnière, comme ça, il tourne à 3 sur la charnière. Un remplaçant 6 et un remplaçant 7, parce que c'est eux qui font quand même toujours, très souvent, des grosses courses. Et ça, aujourd'hui, je suis vraiment en train de rendre compte qu'il faut pas se bloquer là-dessus, qu'il faut fermer, qu'il faut avoir des joueurs davantage hybrides. Et ceux qui ont été pour moi, qui ont mis ça à l'ordre du jour, c'est l'équipe de France féminine qui avait beaucoup de joueuses hybrides en fait. Je parlais de Camille Grassillon, mais je crois que Camille Grassillon, elle joue tous les postes en fait. Ouais. Et t'en as Peut-être plein- pas 7, à la limite 7, c'est je le. sais même pas si elle a pas fait des matchs en 7, il faut vérifier. Mais en fait, aujourd'hui, je pense qu'il faut des joueurs ou des joueuses hybrides et qui te permet de revoir un peu ta compo et surtout faire en sorte d'avoir un effectif hyper équilibré. D'avoir quasiment toujours ta meilleure équipe sur le terrain en fonction des rotations que tu fais, en fonction de l'adversaire, en fonction de ta stratégie. Et ça, j'ai essayé d'évoluer là-dessus, tu vois, ces dernières années. Alors qu'avant, j'étais assez
assez fermé parce que moi j'étais très content, j'avais ma compo et je savais que mes rotations se passaient bien, que le mec il ne se générait pas trop de fatigue dans le tournoi, donc on arrivait à finir les tournois plutôt en forme et c'était bien aussi. Mais aujourd'hui, avec l'évolution des profils justement des joueurs et des garçons qui sont... Le rugby à 7 a bien évolué, donc les générations aujourd'hui sont plus les mêmes qu'il y a 10 ans quand tu as fait les finales à 7, même si ça commence à être intéressant. Non, mais ça devenait intéressant, mais grâce à ces générations-là, aujourd'hui, tu as des joueurs qui arrivent à 20 ans qui ont déjà quand même pas mal de tournois à 7, tu vois. Et puis l'évolution aussi peut-être on en parlera, mais des associations qui ont beaucoup avancé. Toi, tu as joué pour la sauce, si je dis pas de bêtises, C'est ça. qui est une asso qui a plusieurs années et qui a vraiment bien bossé sur le 7. Donc il y a tout ça. Et donc moi, j'étais fermé dans ce registre de compo. Et là, je suis vraiment en train d'évoluer parce que je me rends compte que si tu as des joueurs hybrides, tu peux faire un peu plus de choses, plus de liberté et tu arrives toujours à avoir des résultats. Très intéressant. Voilà. Je vais conclure ça par dire, pour les gens encore un peu plus novices, donc 1, 2, 3 font la mêlée. Ouais. Le 4 est grosso modo le 9, donc met le ballon dans la mêlée, mais aussi à la spécificité à 7 de lancer en touche. Et de lancer et aussi de récupérer le lancer souvent parce que c'est le lanceur, c'est comme si le talon venait chercher le ballon qui était dévié. Et en gros, le 5 c'est le 10, le 6 c'est le mec au milieu du terrain, le centre, et le 7 l'ailier un peu. Bon, ça c'est pour... parce que des fois quand tu parles à des gens, tu dis je joue 4, tu parles du 7, je joue 4, et là ils sont comme ça, seconde ligne, non, 4 c'est le numéro 9. Bref, on va juste terminer ce sujet par une question très intéressante, mais qu'on va essayer de faire assez court parce qu'on a assez tardé sur ce sujet. Est-ce que demain, si on veut être champion olympique, il faut qu'on prenne Penaud, il faut qu'on prenne Dupont, il faut qu'on prenne les meilleurs joueurs du 15. Ntamak, pourquoi pas. Hector Marenne. C'est ce que j'ai dit. Hector Marenne. Est-ce que déjà, si eux se pointaient, enfin, on n'a pas la réponse. Après, ils sont tous prêts. Tu vois, Non, avec une préparation, Non, mais si, ils je sont leur tous donne prêts. un an de prépa. Tu vois, il y a au JO en 2016, il y a des 15 qui sont venus. Sofiane Guitoun, de mémoire. Je sais pas. Si Avec tout le respect que j'ai pour Sofiane Guitoun, qui est un super joueur que j'adore, là je te dis, on prend la crème. Non, mais on prend la crème. Genre, tu prends Sofiane Guitoun, c'est pas un mec qui a 80 sélections en équipe de France. Oui, je vois. Après, il y a des joueurs qui n'ont pas 80 sélections. Un mec comme Bielbarré, tu le mets, je suis sûr qu'il serait monstrueux. Oui, parce qu'il Mais, en aura peut-être 80. Mais par contre. Oui, voilà, Bielbarré, tu prends Dupont. Il y avait deux porteurs dans les Super Sevens à Pau Il y a 2 ans, ouais. il y a 2 ans. Bien sûr, mais est-ce qu'il faut les prendre ? Je pense qu'aujourd'hui, avec. En fait, si tu dis ça, moi je pense que c'est C'est un manque de respect envers un le- manque de respect. Alors T'es Non. irrespectueux. C'est quoi ton but ? Ton Non, but non. c'est d'être champion olympique ou c'est de Non, manquer de ouais, respect ? attends. À quel prix ? C'est pas un manque de respect aux joueurs en eux-mêmes, parce que je pense que certains sont assez conscients pour dire que si t'as Antoine Dupont, c'est le meilleur joueur du monde, et tu es en concurrence avec lui, t'es quand même assez connecté dans ta tête pour te dire que oui, évidemment, Oui. c'est un mec, comme un plus. Mais c'est un manque de respect au projet, au staff, au Non. squad de l'équipe de France, parce que je crois qu'ils ont quand même beaucoup bossé, ils ont avancé Très sur bien plein bossé. de choses, et le rugby à 7 français Non, mais- se comporte si. bien. Et Je vais au coin. Là, par contre, là où je veux en venir, c'est est-ce que c'est d'avoir devenu Antoine un- Dupont, on se rajoute. Ça répondrait quand même beaucoup à la question, est-ce que c'est devenu un sport à part entière ? Si aujourd'hui, tu sais, c'est Oui, avec si t'enlèves énormément le de social, respect. Si t'enlèves le social, C'est énormément de respect parce est-ce que que ces mecs il ils travaillent serait depuis plus longtemps. performant ou pas ? Aujourd'hui, non. Avec la même prépa. Ah, la même prépa, c'est différent. Après, c'est des spécificités quand même. Genre, s'ils avaient la même prépa que Dupont, à faire des allers-retours entre. Non, non, Après, s'ils s'entraînaient à 7, genre ils avaient un contrat fédéral, pendant un an ils font que Non, du non, foot. mais ça n'existera pas. Donc, Oui, ça non, mais sert à rien de moi réfléchir à ça. ce que je veux dire, c'est aujourd'hui un truc con, mais genre un mec de boxe taille, il passe à la boxe anglaise, ça doit être le roi du boxe taille, ce n'est pas des sports, c'est deux sports différents quoi. Ouais, Je ouais. connais pas la différence. Mais je pense que Non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, mais si tu prends des profils de joueurs bien spécifiques, je pense que Sekou Makalou, tu le mets à 7, Il peut devenir il peut devenir monstrueux. Un. Ouais. Poste un. en 1, pourquoi ? Parce que c'est un aérien. Voilà. Ouais, et- C'est l'avion à Gary. Et en plus, il va très très vite. Oui, on le met partout Lui, lui. je pense que c'est le même profil. Mais t'en as plein d'autres, bien sûr, qui peuvent être excellents. Bielbarré récemment, et puis Penaud, comme tu dis. et Coste. d'autres. Coste, bien sûr, mais beaucoup de joueurs. Coste, Beaucoup, j'adore ce joueur. beaucoup de joueurs pour être Ouais. excellents.
Après, est-ce qu'il faut faire ça pour être champion olympique je pense qu'on peut l'être. Ouais, bien sûr. Et moi, je le souhaite pas parce que les mecs. Mais je veux pas dénigrer ces mecs parce que ces mecs, c'est des putains d'athlètes de haut niveau. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est peut-être juste la conclusion, ça demande pas une réponse claire ou nette, mais est-ce que c'est un sport à part entière ? Eh bien, peut-être pas encore assez parce que t'as quand même des mecs du 15. Après, ça s'appelle le rugby. Voilà. C'est pas un sport à part entière parce que ça reste une filiale du rugby. Voilà. Tout comme un mec du 13 peut basculer à 15 et inversement, les principes d'action sont les mêmes. Donc, je pense que bien sûr que c'est jouable qu'un mec fasse la bascule et que le meilleur joueur, Penaud aujourd'hui fait quand même partie des meilleurs joueurs de la planète, donc s'il bascule à 7 avec une bonne prépa. Quoi ? Sous contrat où ? Non, mais si. Non, mais ça n'arrivera pas qu'ils prennent des contrats fédéraux, ces mecs. Mais il le dit, en plus, il le dit, t'es sous contrat à Bordeaux, tu restes à Bordeaux, point de barre. Bon, parfait. Il y a des joueurs qui émergent très fort et qui font. Non, mais là, ce week-end, par exemple, demain soir, il y a Andy Thimo qui va jouer avec le Stade Français. Ah, il joue 14. Ouais. Il est remplaçant. Ah ouais. C'est en 2004. 2004 il peut refaire la Coupe du Monde ou 2000. Ah non, c'est en 2004. C'est sûr. Ah oui, c'est en 2004, c'est sûr. C'est sûr. Ah ouais. C'est en 2004 et l'an dernier il fait quelques tournois. Cette année il fait tous. Il est vraiment très fort, vraiment monté très fort. Là, il est. Ah ouais, il est bon sur les tournois. Ah, il est vraiment très fort. Poste 3-2. Devant 3. Ouais. Et il est vraiment bon. Il décante beaucoup de situations. Il fait beaucoup d'efforts. Et tu vois, je pense qu'il a fait, vu qu'il a fait quasiment tous les tournois, il a fait très peu d'entraînement avec le Stade Français au final. Il est rentré de Singapour la semaine dernière et là ce week-end il est dans le groupe quoi. Ça montre que par contre les mecs maintenant, les entraîneurs sont aussi un peu moins frileux et aussi les entraîneurs du 15 voient aussi tous les bienfaits du 7 sur les joueurs en eux-mêmes. Puis voilà, Pépite, ils se disent, lui s'il performe à 15, il faut aussi qu'on le garde. Chacun va vouloir tirer la... Bon, on clôture ce sujet. Patia. Il faut dire Patia. On va passer au sujet 2 qui est un peu plus technique, qui sont les transformations au rugby à 7. Les transformations qui se font, c'est aussi là une spécificité qu'on n'a peut-être pas dit, en drop. Ouais. Tout comme les pénalités, parce qu'il y en a peu qui sont tapés, mais ce week-end à Singapour. Tu peux prendre les points. Et bien Singapour, 12-12. Les prolongations, c'est le but en or, grosso modo. Et bien 12-12, c'est Irlande, UK, Irlande, Grande-Bretagne. On va pas couper en plus. Et bien 12-12 prolongations, opportunité sur les 22 de pénalité, ils prennent les points. À 3 points. Ce que tu disais tout à l'heure, Thomas Carroll qui a pris l'an dernier à Hong Kong contre l'Australie, il allait un peu loin. C'est une pénalité aussi sur un... Il avait passé ou... Ouais, oui. Sinon on n'en parlerait pas. Bœuf. Donc, bien Thomas. On va parler des transformations. La question que je me posais, c'était aujourd'hui, et je vais te la poser aussi à toi Gary, on dit toujours, mais même à 15, faites l'effort d'aller marquer au milieu des poteaux. Sauf qu'on est là sur des efforts différents. Des fois, des mecs qui font des courses de malades. Donc, j'ai jamais vu un mec aplatir bêtement le plus loin possible. Mais par contre, est-ce qu'on pourrait pas améliorer ça ? Et ça, on va le voir avec les chiffres là. Améliorer le fait d'essayer d'à tout prix marquer le plus proche possible. Donc, je vais donner les chiffres pour poser le cadre. Et après, on parlera de ça. Donc, déjà, ce qui est important, c'est que 15% des matchs, ils se jouent à grosso modo une transformation près. Donc à moins de 2 points ou moins de 4 points suivant le nombre d'essais. C'est s'il y a 15-19, eh bien, ils en ont transformé 2 et les autres 0. Donc bref. Donc 15%, ça fait quand même une bonne masse. Et surtout sur les matchs de phase finale, là ce week-end sur les quarts demi-finale, garçons et filles à Singapour, il y a eu au moins 4 matchs. Donc c'est quand même conséquent. Et par rapport à ça, on va voir les pourcentages de réussite. Donc j'ai un peu séparé garçons et filles parce que c'est un geste quand même qui a beaucoup plus de réussite chez les garçons. Donc pour voir aussi. Comment tu l'expliques ? Sexiste. Parce que c'est techniquement très complexe. C'est techniquement très complexe un drop et il y a aussi de gros ratés chez les garçons. Donc on va voir les pourcentages. Donc j'ai fait assez simple, j'ai fait hors des 15 et à l'intérieur des 15. Okay. Sachant que hors des 15, on peut être sur la ligne de touche ou très proche des 15 et à l'intérieur des 15, on peut être sous les poteaux ou proche des 15. Donc voilà. Chez les garçons, hors des 15, on est sur 37% de réussite. Grosso modo 1 sur 3, un peu plus d'1 sur 3. T'imagines, c'est faible. Mais c'est faible, mais après il y a souvent des essais qui sont marqués soit très en bord, soit au milieu des poteaux. C'est vraiment aussi le 7. Et par contre, quand c'est à l'intérieur des 15, c'est 90% de réussite. Donc il y a un chiffre quand même élevé. Et on peut aussi le mettre en avant, c'est que
on voit que les mecs, depuis 2-3 saisons, là, ça a bossé fort les drops. Parce que de partout, même le 37%, il n'y a jamais de saucisses qui sont tapées, quoi. Hein. Question. C'est le mec qui marque ou la fille qui marque qui doit taper? Non, par C'est chance. un buteur. C'est le buteur, peu importe. Donc chez les gars, 37% hors des 15, 90% dans les 15. Chez les filles, on descend à 19% hors des 15. Et sur Singapour, là, du coup, je me suis regardé pas mal tout Singapour. Il y en a qu'un seul qui a été mis vraiment dans les 5, quoi. Sinon, c'est vraiment proche des 15 que c'est mis. Et à l'intérieur des 15, on est à 76%. Donc là aussi, un bon résultat, même si on voit encore 2-3 dévissades vraiment en face. Mais ça arrive chez les garçons, chez les filles. Après, il y a aussi l'aspect physique, mental, tout ça. Émotionnel. Et puis, c'est presque très dur de taper un drop. Je sais pas, toi, Hector, si tu tapes beaucoup de drops, mais au milieu, quand tu es un peu oxybar, qu'il y a un peu d'enjeu. Tous les entraînements, Hector, hop, 50 mètres en face. C'est ça. La finalité de tout ça, c'est de demander est-ce que aujourd'hui, toi, Gary, comment tu le manageais et comment les équipes, est-ce que les équipes n'auraient pas intérêt à travailler, à peut-être rentrer dans l'embut et à attendre un soutien? Est-ce qu'il n'y aurait pas des possibilités? Parce qu'on le voit aujourd'hui, c'est criard, quoi. 2 points, à coup de 2 points, ça te fait gagner un match dans 15% des matchs. Et là, tu parles de la différence de 2 points, mais la différence entre à 5 points aussi, donc tu vois, un essai transformé qui te permet de gagner, c'est de plus en plus fréquent. On a de moins en moins de gros scores. Bien sûr que c'est travailler, bien sûr qu'on demande aux équipes d'aller toujours traverser quand le mec va marquer, qu'il y ait au moins un soutien proche de lui. Je pense que aussi en défense, on demande à faire l'effort pour éviter une transformation facile. Donc tu as tout ça qui rentre en compte. Tu as les mecs, je pense ils veulent tous vraiment aller marquer au milieu parce qu'ils se rendent bien compte aujourd'hui que c'est important et tous les staffs le travaillent et le redisent. Maintenant, parfois tu as le défenseur qui fait bien le taf aussi, qui vient fermer. Donc c'est pas évident. Tu vois, je sais pas si c'est à Singapour ou si c'est à Hong Kong. Cody Vai, donc un joueur de Nouvelle-Zélande, franchit, il fait une grosse action, il franchit, il est dans l'embut, il y a le défenseur qui le ferme et lui il veut juste faire une petite passe basket comme ça pour que le mec aille marquer. Sauf que le défenseur il prend le ballon et puis c'est mort, tu vois. Donc elle c'est là, et j'ai l'image on parlait de Joaquin 3 balles qui fait à Singapour, qui va marquer et qui veut donner le ballon je crois que c'est à Joseph qui fait l'effort d'être là, mais il peut pas le donner parce qu'il y a un défenseur, donc il aplatit, et sa premier truc c'est pas célébrer son essai, c'est s'excuser à son pote parce qu'il pouvait pas lui donner la balle, quoi. Donc je pense que c'est travaillé, ils en sont tous conscients aujourd'hui, ça reste des athlètes professionnels qui bossent sur ça tout le temps, donc c'est pas évident, non. Après il y a aussi la subtilité, tu sais, t'as 30 secondes pour taper ta transformation, donc t'as des mecs parfois qui aplatissent et qui vont célébrer, tu vois, de joie parfois, sauf qu'il faut garder le ballon et vite l'amener au dropper, tu vois, pour qu'il puisse ouais, t'en as qui, alors pas trop sur le circuit quand même, mais chez les plus jeunes tu le vois, ça, le mec qui aplatit manque de lucidité, fierté. Mais sur le circuit, on voit, il y a vraiment les Neo Z, on sent qu'ils ont vraiment bossé parce que eux, tu sens leur premier, alors peut-être toutes les équipes l'ont dans l'idée. Je sais pas si elles ont tout autant bossé que les Neo Z ou si les Neo Z le font juste mieux. Mais en tout cas, eux, on sent vraiment qu'il y a l'intérêt, il est tout de suite marqué le plus proche possible. Il y a tout de suite des mecs qui sprintent pour arriver soutien. Ils cherchent de suite en plus, c'est des mecs un peu comme les Fidjiens, quoi, et qui peuvent te faire des passes un peu de n'importe où, n'importe comment. Aujourd'hui, c'est aussi prendre le risque. C'était un ancien podcast, jouer pour gagner ou ne pas perdre. C'est aussi dur. Il y a des essais au set, hein. Il y a beaucoup d'essais quand même. Mais bon, sur un match un peu tendu, c'est tellement dur d'aller marquer. Tu vois, les finales, c'est souvent 14-12, 17-14, des trucs comme ça. Est-ce qu'il vaut mieux prioriser zéro risque et je marque mes 5 points évident. Ou est-ce que... Si le défenseur a fait l'effort, tu priorises tes 5 points et puis tu espères avoir un bon botteur. Mais tu vois, on parlait justement de ça, et aujourd'hui, les matchs sont... En réalité, ils ne durent pas 14 minutes, les matchs non plus. Tu vois, ils durent... Ça prend jusqu'à... Non, je n'irai pas jusqu'à 20, mais ça t'arrive... Il y a au moins souvent une bonne minute. La mi-temps, il y a combien ? 2. C'est quoi ? 2 minutes. Donc tu commences à être davantage sur du 16 minutes quand même, et des fins de match, tu l'as dit, où ça finit à moins de 2 points, moins 5 points, il y en a beaucoup. Donc tu gardes la possession, tu fais beaucoup de temps de jeu, tu as tout ça qui rentre en compte, et pareil sur les fins de mi-temps, tu vois. C'est l'ascendant psychologique de marquer avant la mi-temps, on le connaît tous, donc tu gardes tes possessions, et après tu fais ce que tu peux, ce que ton corps te permet, et
Et puis aussi lucide que ça puisse être, mais de marquer plus proche des poteaux. Mais c'est travailler, mais parfois, si t'as pas le soutien parce qu'il s'est fait plaquer pour cette raison, c'est ultra important. C'est évident que c'est ultra important. Et combien de fois des équipes gagnent des matchs parce que 3 essais partout, mais au final, ça fait 17-19 ou 21-15, tu vois. Ouais. Ça peut arriver. Ouais. Ça peut arriver fort et parfois ça peut même te mettre à plus d'une marque, tu vois. Ouais. Par exemple, tu vois, 4 essais partout, tu transformes pas, et ça fait 28-20, quoi. Mais c'est les Tu vois, 28-20, 4 essais partout. 19-15, ils perdent les Français contre les l'as- USA. En match 7-8e place. Ouais. Tu vois, ça arrive vite. Et puis, tu vois, quand les Sudaf, ils perdent de 2 points. 18-20 ou comme ça. Ouais, tu vois, je crois qu'ils sont menés 19-0, ils reviennent à 19-17, tu vois, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Ouais. Mais ouais, c'est tendu et c'est hyper important aujourd'hui. C'est entraîné combien, enfin, Ouais, les transfos, c'est entraîné. Et pareil, c'est pas justement il y a pas un Néo-Z il y a pas un type qui fait des drops genre de face, genre tout est de face. Ouais, j'en sais rien. Genre, tu sais, normalement, tu te tournes légèrement Ça- et tu. Ça sera l'occasion de faire un prochain épisode Sûr. sur les préférences motrices. Ma nouvelle passion. Mais Toi, Y a pas un mec qui. Et si, il y a un mec qui est était intervenu. Bah, c'est Ouais, un mec préférence très motrice, frontal. ouais. C'est un mec frontal, il je a me besoin d'être rappelle de fin. qui Ça t'intervient. m'avait bluffé. Mais Mais par contre, ils développent des techniques, c'est assez drôle parce que c'est un truc que tu vois pas à 15 parce que t'as aucun drop à part les Rambo 22 et les là, ils ont chacun leur engageaux, mais ils ont vraiment une technique très spécifique, des fois un peu bizarre de dropper, même les filles. Et il y a des bonnes. Il y a des mecs aujourd'hui, ils ont des niveaux, et même des filles, les Neo-Z, ça a des niveaux en drop quand c'est. Alors c'est peut-être que c'était tellement pas travaillé que on était des bus quoi, ou qu'il y avait un ou deux mecs par club qui savaient taper les drops. Mais là c'est quand même impressionnant. c'est travaillé. Et C'est évident. c'est quoi c'est combien de temps par semaine à peu près Ouais, je pense à tous les entraînements quasiment, les mecs qui Ah font ouais, des drops. à la fin, ils Ouais, finissent sur le par. circuit, je pense. Après, tu vois, nous, sur le Super 7, après chaque entraînement, t'as des mecs qui restent, qui font un bonus drop. Et- Ouais. Et après, ils le font de manière sans fatigue, d'autres sous fatigue, tu vois. C'est ce que j'avais demandé justement. Vous faites Oui. dans les entraînements, genre à chaque essai. Quand le score te le permet, quand le match et la philosophie du match te le permet, mais par exemple, t'as un mec qui a marqué, qui a fait. Ton botteur, il a marqué, mais il a fait 60 mètres de course en sprint. Mais c'est ton second botteur qui vient lui prendre son ballon parce que en 30 secondes, c'est très compliqué de récupérer et d'être lucide. Tu vois. Et vous le faites ça du coup aux entraînements quand tu marques, tu dois Transfert, ouais. Ouais, ça te Tout fait dépend justement des entraînements, travailler après. sous fatigue. En fonction des entraînements que tu choisis, des filières aussi énergétiques qui vont avec. Parfois, tu veux couper tous les temps plus ou moins off, donc t'as pas le temps de les faire là. Mais quand tu fais de la répétition ou tu es en train de faire un match de répétition, entre guillemets, tu le fais, ouais. C'est hyper important. Et est-ce que tu as déjà fait une compo? Et puis, en Parce fonction que des ça m'est surfaces. arrivé en coachant là dernièrement, de faire une compo en essayant d'avoir. Moi j'ai mis remplaçant sur les matchs importants. C'est une équipe assez homogène au niveau des niveaux. Mon meilleur botteur. Parce que je me suis dit, si ce match il finit à égalité ou à une transformation près, je veux que ce mec il ait 4 minutes dans les pattes et qu'il soit surtout sur le terrain, quoi. Ça t'est déjà arrivé ou Non. tu as eu des équipes où tu avais assez de botteurs Moi, après, c'était aussi dû au fait que il y avait 14 buses et il y avait un mec qui savait taper. Donc, Non, j'ai jamais fait de compo par rapport à ça. Ok. Garder le mec. Non. ok. Je crois avoir toujours eu la chance d'avoir des joueurs. D'avoir au moins 2 joueurs ou 3. Non, Qui savait taper dans un on aurait pu, mais bon, tu sais, t'as un mec qui le maîtrise, quoi. Nous. Bon, on clôture cette petite apparenté sur les transformations. Apparenté, ça se dit? Ouais, sûrement. Va falloir que je bosse un peu, mais c'est une petite parenthèse. À parenthèse. Bah tiens. Oh. Et pour ce troisième sujet, on va utiliser l'expérience de Gary et la méconnaissance d'Hector Ouais, vraiment. pour voir un peu qu'est-ce que c'est un tournoi de rugby à 7. Donc on va pouvoir notamment se baser sur le Super 7, voir un peu comment ça se passe, l'enchaînement, le fait d'enchaîner des matchs. Donc comme on l'a dit, Super 7 c'est assez particulier parce que c'est 4 matchs dans la journée pour les meilleures équipes. Sinon c'est souvent 3 ou 2 matchs mais bon, il y a l'enchaînement des jours du coup. Voir un peu comment ça se passe. Hector, on attend tes questions de novice pour y répondre et voilà. Mais du coup, on va prendre ton exemple, le Super 7. Le premier match, il est à peu près à quelle heure? Bah, tout dépend.
Tout dépend si t'es la première équipe à jouer ou si t'es la dernière équipe à jouer. Donc Ouais. ça peut être à 10h comme ça peut être à midi. Ah ouais. Ah ouais. Et du coup, tu changes. En Enfin, fait- tout le monde dort à l'hôtel et. Ouais, en fait, on dort à l'hôtel la veille du tournoi. Ouais. Et ensuite, le matin, en fonction de certains moments ou autres, tu sais, t'as le réveil musculaire et Tu le parfois fais le t'as- matin ou tu Ouais. le fais la veille? Non, t'as le réveil musculaire que tu Après fais le le matin bus. et après ce qu'on appelle le blowout. Je sais pas si ça parle à certains. Le c'est-à-dire- blow-up? Le blowout, c'est une forme de séquence physique Ouais. qui te permet de tout activer si tu veux et d'aller Dans une première. une première activation intense le matin pour que sur ton deuxième match. Avant le. Ouais. Alors, Ah ouais t'en as qui le font, t'en as d'autres qui le font. T'as des équipes qui le font, des équipes qui le font pas. Ouais. Et au sein d'une même équipe, parfois, t'as juste un groupe qui le fait, d'autres qui ne le fait pas, en fonction de leurs besoins, de leurs envies. Donc ça dépend. Ça, tu vois, nous, c'était vraiment. Vous le faisiez? On l'a fait une fois, et après ça a été à la carte, tu vois. Ça dépendait Ouais. des joueurs. Donc certains en sentent vraiment le besoin, d'autres non. D'autres sont plutôt envie de garder toute l'énergie, d'autres Ouais. sont plutôt sur des jeux très cognitifs. Ouais. Et ensuite, ton programme d'avant-match dépend de l'heure et tu fais un rétro-planning. Donc si tu joues à 10h, ben, tu pars de 10h du coup d'envoi, tu remontes sur à quelle heure tu dois être au vestiaire avant de rentrer, à quelle heure tu peux démarrer ton échauffement en fonction de la durée de l'échauffement, le temps de déplacement entre ta box, parce qu'en fait la spécificité du set, que ça soit au Super 7 ou dans les tournois, dans le circuit international ou même circuit élite associatif, c'est que tous les box, donc les vestiaires, sont tous côte à côte. Donc tu vas être là avec ton Faut pas équipe. parler fort. Hein Tout le monde s'entend? Tout le monde parle fort, tout le monde met sa propre musique, donc tu as déjà une première guerre qui s'installe là-dedans, Ah ouais qui met la musique la plus fort, quel truc, qui c'est qui... Ouais, c'est assez rigolo, tout le monde se croise. Mais ramenez-vous avec des putains de baffes là. Ah, bah, chaque équipe a, tu sais, les grosses enceintes, maintenant tout le monde en a une, et donc c'est assez fatigant pour les oreilles, tu vois. Ouais. Et, Ah ouais. Ah bah, c'est- c'est aussi l'esprit Seven. c'est l'esprit, Toute la journée, c'est ça, tu toute vois. la journée. La... Mais après, si plus t'avances dans Qui a la le journée, plus de batterie plus t'avances dans la matinée. journée, plus t'avances dans la Le meilleur journée, chargeur. moins il y a d'équipe du coup, et moins il y a de musique, hein, mais... Non, mais c'est intéressant, hein, c'est aussi une sorte de guerre psychologique. En fait, maintenant, la musique est rentrée dans les mœurs, dans les échauffements sur le Seven, etc. Et donc il y a ça. Et donc, pour revenir au sujet, tu fais ton rétro-planning en fonction de tes priorités. Qu'est-ce que tu mets toi dans... Nous, je sais qu'on met une pesée avant le match, tu vois. Enfin, il y a un protocole, il y a le protocole du prépa physique. Pourquoi la peser? Bon, la pesée, les joueurs sont pesés avant le match et après le match pour savoir, entre guillemets, enfin, pas entre guillemets, pour savoir La perte hydrique. la perte hydrique, exactement, pour savoir ce qu'ils ont perdu en termes d'eau et pour pouvoir quantifier leur protocole de récupération derrière, combien ils doivent boire pour être sûr d'avoir récupéré. Et voilà. Donc, et en fait, ça nous sert dans ce sens-là, mais aussi sur le retour. Est-ce que tu as bien récupéré? Est-ce que tu as bien bu? Donc, il y a les protocoles avant les matchs qui sont importants en fonction de chaque équipe, le protocole post-match aussi. Donc, tout Le ça, débrief. le débrief. Et après, d'un match à un autre, tu fais analyse de l'adversaire, ta propre analyse. Est-ce plus que analyse de tu fais des l'adversaire. retours? Ouais. Tu fais des retours. C'est quoi le. Tu finis un match. On finit T'as un gagné. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? protocole de récup mis en place avec les prépas. Ice bath? Ouais, chaque équipe a ses propres protocoles. Donc, Hot tub. ouais, à disposition, tu as les bains froids, Et vous faites comment? t'as des Vous avez vélos. toutes les mêmes tout le monde, équipes? tout le monde partage. Tout le monde partage. Et donc les mecs qui viennent juste de jouer, Ah, ils ça sont- s'est foutu sur la gueule, on est ensemble dans Ouais. les bains. C'est du Ça va, Seven après. Hein. C'est Mais ça va. Ah, mais c'est ça, et tu vois, il y a une petite vidéo sympa qui est sortie sur le site de la Fédé sur leur tournoi à Singapour, Ouais. et tu vois l'analyste de la France et l'analyste de, je sais plus quel, de Espagne, je crois, qui sont joués, qui sont côte à côte dans le même bureau et qui sont en train de coder leur match en direct et envoyer des infos au staff, tu vois. Je trouve Ouais. que c'est une des spécificités du rugby à 7. Tout comme on partage le même hôtel la veille du tournoi. Il faut savoir que tu as toutes les équipes qui sont, pas toutes, mais sur les étapes, tu as beaucoup d'équipes ensemble Et dans le même hôtel. Même, on le voit beaucoup, toutes les nations le font, c'est énorme d'aller s'entraîner. Genre, la semaine avant un tournoi, tu vas par exemple t'entraîner, je sais pas ouais. moi, avec l'Espagne, Exactement. tu t'entraînes, tu dévoiles tout presque à l'équipe, et C'est pareil, ça. tu les retrouves en premier match de poule. Enfin, il y a vraiment, c'est une mentalité qui est, Bah, qui est totalement différente et géniale. Exactement, et ça se fait sur le Super 7, tu vois, les babas sont très, très friands de ça, qui demandent beaucoup de s'opposer. Et là, sur le circuit HSBC, tu as l'équipe de France qui a fait un stage, je sais pas combien de temps, au Fidji, où ils sont Ouais. opposés 2-3 fois là-bas. Et avant chaque tournoi, ils font
ils font une opposition, là, ce qu'ils appellent maintenant scrimmage, je crois. Donc, en termes anglais, qui veut dire opposition. Enfin, je pense que ça veut dire exactement. Ça veut dire à peu près ça. Hein, c'est On ça attendait la réponse. À peu près, ouais. À peu près. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas c'est quand tu te bats, mais Voilà. pas vraiment. C'est fight, quoi, c'est opposition. Ouais, c'est Opposition quand tu raisonnée. Ouais, voilà. C'est une bagarre Tu fais de la, T'en perds ton français ou de la capoeira, quoi. Hein? De la capoeira, quoi. Ouais, Tu connais? non. Ouais, Pas, c'est pas. un art martial où tu te touches pas. Là, c'est un problème de culture G. Là. Et donc voilà, il y a ça. Il y a ça. Et donc pour finir, t'enchaînes tes protocoles de récup. Ouais. Dans les protocoles de récup, après, t'as la nutrition qui rentre en compte. Donc tu vas manger, t'as les repas qui sont mis à disposition. McDo. Toute la journée. Non, t'essaies de pas manger McDo quand Qu'est-ce que tu même. manges Ben, C'est comme les jours de match à 15, c'est barre de fruits, enfin des conneries comme ça. Non, là tu refais les stocks. Donc tu manges quand même pas mal de protéines, tu manges quelques Ah ouais glucides. Ouais, tu manges. Et ça doit être un peu à la carte, genre il y a des joueurs qui doivent maintenant ils doivent se connaître. Ouais, ils se connaissent. Après, t'as le prépa qui va les driver un peu quand même, tu vois, qui peut Ouais. pas n'importe quoi, mais C'est intéressant. généralement ils refont les stocks. Et après, pendant ce temps-là, nous, le staff, on analyse le match qui vient de se passer pour leur faire un retour. On analyse le match qui vient de se passer et on analyse du coup notre futur adversaire. Ouais. Et, Et vous avez le temps de faire ça? ouais, ça Vous va très vite. Vous partagez, enfin un mec qui fait le débrief et un qui fait le. Ou vous ouais, faites on ensemble? généralement, on fait ensemble. Ok. Ou là, j'étais avec. Après, ça dépend, mais là, c'est vrai que sur le Super 7, on avait la chance d'être deux. Donc, avec Geoffrey, on se partageait parfois les missions. Geoffrey Lannes petit. Mais sur d'autres tournois que j'ai pu faire, où je suis tout seul, ou vite fait, hein, le staff, le mec est tout seul, tu vois, bah, tu le fais et puis ça demande. Ouais, il faut pas chômer, quoi. T'as 2 heures pour voir ton match, voir celui d'adversaire, si t'as pas pu le faire avant. Et puis tu donnes des infos utiles aux joueurs. Il Ouais. faut pas donner beaucoup d'infos. T'as aussi moins peut-être, c'est pas du Et la justement, touche, est-ce la que tu leur spinette, laisses- C'est généralement, toi, tu fais ton retour, tu vas faire un retour général à l'ensemble de l'équipe, tu vois, sur 2-3 points, pas plus. Ouais. Et après, si tu veux voir Lundi, particulièrement, tu prends du temps avec les joueurs individuellement. Et pareil sur les clés pour le match d'après, tu fais 2-3 clés collectives. Et après, si tu as vraiment un joueur où tu veux cibler pour quoi que ce soit, tu vas le voir. Et du coup, vous faites protocole de récup. Ouais. Sieste? Il y en a qui font la sieste, Il y en a qui font la sieste. Ouais, il y en a qui font la Micro-sieste. Moins de 30 minutes. Ouais, moins de 30 minutes, exactement. Ils s'endorment avec la cuillère. Non, mais c'est. Ça fait tomber. Après, tu as des équipes qui amènent des matelas, tu as des équipes qui amènent des lits de camp, tu as des équipes qui mettent juste des petits tapis au sol. Tu t'organises. Hein, D'autres équipes qui mettent de la musique à fond. Ouais, mais tu as l'équipe. Exactement, tu as les mecs qui vont jouer, donc ils se préparent, ils sont en train de mettre la musique à fond, et toi, tu dois faire ta sieste. T'es obligé de dormir dans les. Dans... Mais après, tu essaies de trouver un endroit. Hein. C'est une chance que tu sois pas athlétique pour jouer à 7, hein. T'aurais pas pu dormir. Non, c'est pas évident. Il faut... En fait, c'est tout un environnement qu'il faut maîtriser. Hein. C'est tout un environnement. C'est chaud. Est-ce que vous avez une progressivité dans vos échauffements avec du coup l'échauffement de la finale, les mecs, enfin, surtout Super 7, c'est 4 matchs dans la journée. Est-ce que ton échauffement il est moins intense, il est plus court, est-ce qu'il y a plus de liberté, est-ce que toi garde tu te toujours la dois même trame. d'avoir Ouais, on garde la trame est la même du début jusqu'à la fin. Mhm. Par contre, nous, on varie la durée de l'échauffement. Et donc, bien sûr, plus ça va, plus il se réduit. L'intensité, et après, en termes de contact, etc., aussi, on régule. Et sur les derniers contacts, on va être beaucoup plus sur l'individualisation, au ressenti, au besoin. Mhm. Parce que, et aussi en fonction des troupes, quoi. Mais Ouais. bien sûr, tu adaptes ton échauffement. Ouais. Tu gardes toujours la même routine, ta même routine, ton même protocole d'avant-match, mais tu réduis un petit peu le temps. Moi ça me faisait rire, j'ai le retour de joueurs là que j'ai coaché sur un tournoi, des joueurs qui ont peu joué Mhm. et ils me disaient je suis claqué parce qu'en fait le simple fait de la charge mentale Ah ouais. de se réchauffer 4 fois dans la journée, même de regarder un match, ça t'épuise mentalement, c'est un sport. C'est un sport, enfin, tu passes de être super excité à attendre 3 heures, à devoir te réchauffer. Exactement. Et les mecs ils me disent je suis claqué, j'ai joué en temps de jeu effectif, ils avaient joué genre 12 minutes sur la journée, mais encore 12 minutes sur le terrain, donc en temps de jeu effectif peut-être 6 ou 7 encore. Et les mecs étaient claqués parce que c'est un sport. Ah, mais ce qu'on disait, c'est hyper. Nerveusement, c'est hyper dur. Tu dois te préparer 3 fois, tu dois débriefer 3 fois, récupérer 3 fois, dans une seule et même journée. 3 ou 4 fois pour le Super 7 Ouais. en l'occurrence. Puis tu as fait le déplacement, c'est pas évident. Hein. Ouais. C'est vraiment. C'est incroyable. C'est pour ça que c'est très très exigeant. Si tu veux vraiment performer dans ce sport-là, il n'y a pas de place au hasard. Il te faut de l'expérience.
outre l'expérience du jeu, il te faut l'expérience d'avoir vécu des tournois, d'avoir... Ouais, après, les joueurs, après, tu as des jeunes qui performent, qui ont très peu de tournois dans les jambes, mais, Ouais. mais ils se construisent. Ouais, voilà. Tu peux pas en vouloir, je pense, aujourd'hui, un jeune qui arrive, que ce soit au Super 7 ou je pense même aux équipes nationales, qui a 18 ans ou 20 ans, qui découvre, tu peux pas lui en vouloir s'il est perdu au début. Parce que peu importe que ce soit au Super 7 ou à la HSBC 7, ça brille. Ça brille beaucoup, tu vois, c'est des super stades, il y a du monde, il y a une grosse ambiance. Et si le mec, il a pas connu tout ça, et qu'il a ce côté brillant, cette atmosphère et cet environnement-là, mais ça peut déstabiliser. Et si c'est pas construit à l'intérieur des routines ou des repères importants, que ce soit des repères perso ou des repères collectifs avec le groupe, ben, il va être un peu perdu, il va falloir du temps. Donc ça va se construire, comme tu disais, avec l'expérience, mais c'est très très exigeant. Très exigeant. Et du coup, on revient comment ça se passe entre les matchs. Il y a une période où ça fait du coup récup, sieste si les mecs ils ont besoin. Et après tu fais le débrief, ou est-ce que tu fais récup pendant que tu fais la récup, tu fais le retour à chaud et ensuite la prévision plus tard. Non, tu fais toujours un petit débrief à chaud 2 minutes après le match, tu vois. Ouais. Quand c'est fini, tu prends les mecs, tu fais toujours un petit débrief. Non, la priorité c'est la récup. Ouais. Et puis ça nous laisse le temps, nous staff, de bosser le match, tu vois. Débrief vidéo. Quitte à après faire plus de Parce qu'on trucs a individuels. Tu vois, le temps qu'on récupère le match, tu récupères le match toujours quelques minutes après. Ouais. Tu l'analyses bien comme il faut et après tu te mets d'accord sur qu'est-ce que tu veux dire. Ouais. Hector, si tu as d'autres questions, parce qu'on commence à un peu tarder, donc avant de finir sur notre... That's all for me, Clément. Perfect. On va finir sur l'inauguration de notre premier jeu. Oh oh, jingle. Le qui est. Alors l'objectif du qui est, il est double. Attends, c'est que des mecs du 7. Ouais, mais c'est des mecs du set que tu vas connaître. Ah, j'ai perdu mon stylo. L'objectif du qui est, il est double. En premier, c'est de se rappeler un petit souvenir d'un joueur que peut-être on a oublié. Un petit mec qu'on connaît et quand on va entendre son nom, ça va nous ramener un petit souvenir. Quoi. Ou sinon, un joueur qui peut être plus connu, mais par contre, on avait oublié qu'il avait réalisé ça ou ça. Joué ici, fait ça, gagné ce championnat. Donc je vous ai préparé 3 joueurs, si je dis pas de bêtises, en espérant que ça aille assez vite. Je me recule un peu, histoire qu'il n'y ait pas de tricherie, surtout de la part d'Hector, qui est un peu perdu. Je suis né au Puy-en-Velay en 83. Au quoi? Au Puy-en-Velay. C'est quoi ça? Le Puy-en-Velay, c'est où? Le Puy-en-Velay, C'est en c'est vers Clermont-Ferrand. Ok. Je crois. J'espère pas dire une grosse vanne. Ok. Bref, on s'en fout un peu de où il est né. 83. Je mesure 1,93 et j'ai évolué au poste d'ailier. Rougerie. Attention, t'as 3 cartouches. Ah ok. Tu gagnes pas plus de points. C'est bien tenté, hein. Ça pourrait. J'ai Ah, participé... je sais. Non, attends, tu sais pas. Vas-y. J'ai été champion avec la France en 2005. Je faisais partie de cette équipe victorieuse en 2005 avec la France. En tout, j'ai fait 39 matchs sur le circuit Seven, qui n'était pas encore le circuit actuel. En 2005, j'ai donc gagné avec l'équipe de France à Jambouin. Je suis pro depuis 2002 avec l'ASM, avec qui j'ai participé à 185 matchs jusqu'en 2016, avec qui j'ai été champion. Mais tu peux le dire, hein. Non, mais vas-y. Non. J'ai eu aussi une vingtaine de sélections avec l'équipe de France à 15. Je sais qui c'est. Vas-y. Et non, mais le but c'est de dire. Je finirai. Je suis Je crois que c'est ça. Julien Malzieu. Julien Malzieu. Bien joué. Julien Malzieu, donc 20 sélections avec l'équipe de France à 15, 5 essais. Il finit à Montpellier en 2017. Et du coup, voilà, Julien Malzieu qui faisait partie de. C'était pour un peu remémorer. 1,93. 1,93. Un grand allié. Et du coup, c'était un peu pour remémorer, pour faire un peu honneur à cette équipe de 2005 qui avait gagné à Jambouin. On retrouve aussi dans les joueurs très connus. Le plus connu de cette bande, c'était Vincent Clerc. Mais bon, c'était un peu facile. Qui jouait à 7. Ouais. Mais non. Qui est arrivé de Bourgoin, je crois. Qui joue à Bourgoin, Angèle. Ouais. Avec un petit casque rouge. C'était Manu, il a plein d'histoires sur Vincent Clerc. Mais c'est pas grave, ça, on les Des gardera trucs pour. sombres. Attention, deuxième joueur. Je suis né en 1993 à Wellington. Je mesure 1m88 pour 104 kg. Avant même d'avoir joué en Super Rugby. Rico Ioane. Non. Avant même d'avoir joué en Super Rugby, à 18 ans, je joue avec l'équipe A7 une seule saison où j'explose. Ah, mais Savia. Hardy. Hardy Savea. 13 essais en 23 matchs. Après, j'abandonne le 7 jusqu'en 2016.
On connaît sa carrière avec les Hurricanes où notamment il est champion. Ouais. Et il veut faire les JO 2016, mais ça fait un peu un flop. Il fait que 2 tournois. Finalement, il décide de pas faire les JO. Il décide un peu d'arrêter son projet. Non, du coup, ça avait été un peu décrié d'après mes lectures, pas mes sources intimes parce que je ne les connais pas. Du coup, en 2016, il fait seulement 2 tournois sur 9. Et il décide finalement de ne pas faire les JO. Il a jamais fait de JO? Non, du coup, il fait pas de JO. Et en fait, au final, il ne fait que 2 saisons à 7. La première où il explose, du coup, que je ne dise pas de bêtises, à 18 ans. Et en 2016, où il fait 2 tournois. Okay. Voilà. Pour compléter, c'était légende des All Blacks, 81 sélections, Il trois avait fois capitaine. Il 7 avait championships. argent avec le petit truc rouge rosé là, orangé. C'est un spécialiste du 7. Ah ouais. Bon, typiquement un joueur qui aujourd'hui, il est sur la fin de carrière. Enfin, fin de carrière. C'est carré, tu rigoles. Il y a pire. Mais c'est un mec qui peut faire la bascule assez facilement. Quand même. Ouais, oui. Dernier joueur, peut-être le plus difficile. Je nais en 91 à Saint-Michel. Après une saison à Angoulême. On s'en fout de où il est né. Après une saison à Angoulême, je pars à La Rochelle. Je fais ma première en 2011 en Pro D2 contre Périgueux. Périgueux qui était en Pro D2 à 20 ans. La même année, je fais ma première en équipe de France à 7 lors d'un tournoi à Dubaï. Quelle année il est né? Il est né en 91. De 2012 à 2016, je suis sous contrat fédéral et je participe au World Series. Non. En 2016, je signe de nouveau à La Rochelle où je ferai 40 matchs en 3 ans. Je joue depuis 2019 après avoir été libéré par La Rochelle à Biarritz. Je joue centre ou ailier, je peux aussi évoluer à l'aile. Ah, Steve Barry. Steve Barry qui joue encore, qui a cette année Il m'a fait fallu du temps, je savais pas qu'il était 12 pas matchs. Ouais, Il m'a fallu du temps. Steve Barry qui joue encore et du coup qui est aussi la preuve qu'on peut avoir une très belle carrière Ouais, il y en a d'autres. en ayant fait 4-5 Il y en a un ans. qui a fait une très belle carrière et qui a joué, c'est Mathieu Acebes. J'ai pas le souvenir de Mathieu Acebes. Mathieu Acebes, ah oui. Il fait du 7. Ah oui. Oui, il a quelques tournois. Quel poste Mathieu Acebes? Un peu partout lui aussi, non? Sosie. 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 Parce qu'on est chaud tous les deux. C'est toi, Mathieu. Ah, j'avais pas les. Lui, c'est fou. Hein. La carrière qu'il a, une très belle carrière. Est-ce que c'est son dernier match à Pau ou à Meaux? Ça serait une belle. C'est une belle fin. Une belle fin parce Il y mettrait beaucoup d'envie, je pense. Ouais, il a Comme joué tous quelques ses matchs. Il a joué quelques années ici. Je crois qu'il a sa famille au Pays Basque, donc. Ouais, c'est ça. Ah, ça serait bon pour lui. Bon, il le mérite quand même. Ouais. Pas mal ce petit quiz. Pas mal ce petit quiz. Est-ce que vous avez rappelé Julien Malzieu quand même? Moi, Julien Malzieu, mais j'ai des images plein dans la tête. Mais, pas à 15, pas à 7. Je l'avais pas du tout. Voilà, 15. Mais quand ils avaient la dot là, tu sais, tout en blanc, Nike. Ouais. Il était grand. 2010. Grand sifflet. Ouais, ça doit les parler. 6 nations, ça, ils ouais. avaient fait le Grand Chelem. Ouais, il a un grand chelem. Non, 2011 le grand chelem. 2010. 10 crois. Ouais, 10 je crois. I think so. Bon. Eh bien, moi j'ai appris beaucoup de choses, monsieur. Eh bien, j'espère Non, que sincèrement, j'ai appris beaucoup de choses. nos auditeurs en J'étais auront appris novice. tout autant. Et je suis toujours novice, mais au moins j'ai appris des choses. Novice, mais moins bête. Ça. Ouais, exactement. Merci à Gary Merci pour à toutes vous, ces Gary. infos. Le G, Pas moi, G. dit des bêtises, mais. Non, C'était ça top. devrait aller. C'était très très bien. Et on se voit pour un prochain épisode prochainement. Avec une star de plus. Une star de plus.